This is going to give you the energy to go on. Radio Pirate. Radio Pirate. Hey, ben d'abord, salutations à plein de monde avec nous autres. On a beaucoup de monde aujourd'hui. On a bien sûr Jerry qui est là, avec sa belle chemise carottée bleue. Oui. On a Jay the Pilot qui est in the house. Et qui est avec nous autres sur Prime aujourd'hui avec le chum, notre nouveau chum, François, Frank, un gars de Sillery qui demeure, qui est passé par les Marines et qui est maintenant citoyen, mais il a toujours été citoyen américain parce que sa mère était américaine. Mais qui est basé depuis longtemps du côté de Las Vegas. Et Las il ne reviendra pas. Je penserais pas. Non, je penserais pas. Dans son ranch, il y a toute la patente avec ses billets de saison en arrière du banc des Golden Knights. Puis il est même prêt à l'arrivée de l'équipe de baseball. Il y a même ses billets de saison des Aces d'Oakland. Il dit, anyway, money dans la saison, ils vont arriver. Donc, il est déjà, même s'il n'est pas à Oakland partout, même s'il est à Vegas. Donc, on le salue. On a passé 45 minutes, 1 heure avec lui. Un gars hyper sympathique. Imaginez-vous si... Je pense qu'on s'est trouvé un nouveau correspondant. Le nouveau correspondant pirate à Vegas. C'est clair. C'est clair que oui. Ben oui, c'est clair que oui. Il faut parler avec Frank. Même sur Prime, il faut lui faire une place. Jay the Pilot est en shape de son bord, en ville pour quelques jours. Une semaine, en fait, en ville. En fait, oui? Oui, une semaine. J'ai un petit aller-retour à Toronto vers la fin de la semaine. Elle va pas à Toronto à partir de Regina parce que je veux saluer mon voisin Rick le Trucker qui nous a envoyé son billet d'avion one way, donc un aller seulement, 848$ entre Toronto et Regina. Un aller. 848 beaux dollars. T'es même pas revenu, là. Mais comme on disait hors d'onde, Regina, si t'es à Regina, t'es mal pris. T'es mal pris, faut que tu quand même. Faut que tu sortes. Des Regina à partir de New York, il y en a plein. Il n'y a personne qui paye 848$ si tu t'en vas, mettons, moi, je ne sais pas, à Des Moines. Des Moines, c'est ça qu'il faut dire? Oui, Des Moines. Des Moines. D'après moi, tu ne payeras pas 848$, t'en aller à Des Moines. Oui, c'est sûr. Mais tu vas avoir le choix de probablement 3 à 4 compagnies. Ah, c'est sûr. C'est sûr. Là, ici, tu vas avoir le choix d'une compagnie. Bon restaurant hier, on a parlé dans le Prime. T'as bien mangé hier? Oui, j'ai bien mangé, mais ça fait... Bien mangé, bien payé. Bien payé, oui, bien mangé, bien payé. C'est ça, bien mangé et bien payé. Est-ce que le monde te dit souvent que t'es tannant avec tes histoires de prix? Parce que vu que tu te promènes partout dans le monde, tu fais tes Jay the Pilot. Donc, Jay the Pilot, il se promène dans le monde. Donc, toi, tu peux manger une semaine... Tu peux manger chez vous, tu es basé à Tampa. Oui. Tu peux manger à Québec ou des fois, tu es basé parce que tu as encore ton chalet. Tu peux être à Toronto. Tu peux être à Mexico City. Tu peux être à Londres. Tu peux être à Calgary. Donc, tu te promènes partout, là. Oui. Donc, toi, tu es un bon gauge à pricing. Pour avoir les prix, tu es un bon gauge. C'est pour ça que je suis tannant un petit peu avec ça, parce qu'à toutes les fois, ça me frappe. À toutes les fois, je reviens ici, je viens, là, l'hiver, en tout cas, j'ai peut-être skippé un mois, là, à un moment donné, je suis pas venu pendant un mois, mais sinon, je viens, je vais faire l'épicerie, j'ai un métro, moi, dans mon village. Bon, peut-être c'est pas le moins cher, mais je vais dans les restaurants. Je vais pas dans les restaurants dans le Vieux-Québec qui coûtent une fortune non plus, mais même les restaurants de semaine... sont rendus à des prix complètement dérisoires. Ben, t'étais chanceux. On est mercredi, donc hier, mardi. De trouver un restaurant un mardi, c'est devenu un exploit, là. Me trompes-tu? Non. Puis ce qui est encore plus un exploit, c'est que le restaurant soit plein à ce prix-là. OK. Ah, il était plein. Plein. Parking plein. Restaurant relativement plein. Un mardi soir. Mais il y a moins de restaurants. C'est ça aussi. C'est dans le sens qu'il y a beaucoup moins de restaurants, là. Bon, j'avais sorti la statistique. Ben, tu m'as dit l'autre fois qu'il y en avait, au Québec, il y en avait à peu près 3500 de moins qu'avant. Oui, 3500 de moins au Québec, de restaurants de moins. Donc, à un moment donné, c'est sûr que, puis à l'heure que tu y vas, tu sais, moi, je suis arrivé au restaurant vendredi soir à 10h, 9h35. Puis, ils ferment à 10h. Là. Ils ont eu une bonne soirée. Ils étaient contents de leur soirée, puisque j'ai demandé, puis la soirée, puis ils étaient contents de leur soirée. Mais leur soirée, j'ai l'impression que c'est, à cette heure, quand ils sont contents, c'est une tablée. Un genre de 5 à 8, après ça, c'est goodbye. Mais ça, c'est
C'est spécial, là. Mais quelqu'un qui arrive au restaurant à 6 h le soir, là, il dit hey, le restaurant est plein. Le restaurant est plein. Dans 1h30, il est vide. Ouais. C'est ça l'histoire, là. Toi, t'es là parce qu'il y a beaucoup de. T'es là, mais à un moment donné, quand tu seras plus là, ben il n'y aura pas d'autres personnes non plus. Tout le monde est comme toi. Mais c'est parce que hier, Jay a envoyé le menu de où il était. Alors, finalement, d'après un genre de spécial qu'ils t'ont donné à la table, c'était un genre de petit morceau de veau avec des patates pilées, puis une genre de petite sauce par-dessus. Ça a quand même coûté 26-27 piastres. Mais tout le reste du menu, c'était 52, 53, 58 piastres pour un assiette. Mais je dirais le prix moyen des assiettes autour de 50, 51. Là. C'est rendu fou. Là. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais les assiettes chères il y a 3 ans, c'était quoi? 30, 32? Oui. Hein? On est d'accord là-dessus? Oui, c'est 32, 33 piastres. Puis déjà, tu faisais un saut, là, tu es tabarnache. Ouais, là, un morceau de saumon, 33 piastres, oh. Tu réfléchis, là. Souvent, tu regardais d'autres choses. On prend notre plat de Ouais. pâtes à 22, 23, là, tu sais. Mais là, il t'affichait une assiette à 33 piastres pour du saumon de... Ben, j'imagine qu'il y a beaucoup de restaurants qui faisaient comme Apollo. Là. Apollo, lui, le gars, le cuisinier là, qu'il avait, là, il disait que c'était du bison, puis finalement, c'était de la vache. Où il disait du crabe de tel pays, de telle affaire, puis finalement, c'était acheté au Costco. Mais le monde disait que c'était bon pareil. Et il payait le gros prix, mais c'est vrai. Comment il s'appelait le gars? Apollo, c'était quoi son nom? Oui, c'est... il a Tu te rappelles de lui? Moi, je m'en souviendrais bien. Ben oui. Il a disparu, lui. Il a fallu qu'il disparaisse. Il y a eu plein d'affaires, là. Lui, il a endormi tout le monde. C'était même pas un vrai chef. Bon vendeur. Mais c'était même pas un vrai chef non plus. C'est Giovanni. Oui, Giovanni Apollo. C'était pas un vrai chef non plus? Non, je pense que c'est un... Un chauffeur de taxi. Ouais, en France, genre. Il était même pas italien, puis il s'appelait Giovanni. C'est vrai. Il était pas italien? Je sais pas. Finalement, il n'y avait rien de vrai dans cette maudite patente, lui. Ah non. Mais lui, il disait au monde, ouais, bison de la Nouvelle-Zélande. Puis finalement, c'était du steak acheté chez Costco. Oui. C'était une sorte d'affaire de même. Ça, Ben oui. Ah oui, le lapin à moutarde, c'était un morceau de poulet, là. Puis il avait été interrogé, puis il avait été interrogé. Mais le monde, il trouve ça bon, là. Il trouve ça bon, les gens adorent, les gens adorent. Ouais, mais tu leur as quand même fait à croire que tu lui servais du bison, puis c'est du bœuf, là. Mais même dans mes souvenirs, il avait vraiment pogné les nerfs aussi à un moment donné. Il s'avait fait interroger, puis là, il s'avait mis à sacrer d'un bord puis de l'autre, puis... Ouais. Lui, il a été cancellé avec raison. Là. Un genre d'imposteur, mettons. Mais moi, j'avais l'impression dans le temps que, tu sais, pavé de saumon, là, ça coûtait 34 piastres. C'est bon. Dans le temps, le saumon, on le payait tout le temps 7,99, 8,99, gros prix. Des fois, il y avait des spéciaux à 5,99 pour du saumon. C'était du saumon du Chili. Du saumon qui baigne avec d'autres saumons puis qui fait des kékas, puis l'autre mange du kéka de l'autre. Je comprends, mais c'était bon pareil. Et là, on disait, le saumon vient de la Norvège. Finalement, c'est peut-être pas vrai par tout. Puis, il nous chargeait 33 piastres. Puis, tu disais, 33 piastres, moi, j'aime le saumon. Moi, si tu me sers un saumon, arrive-moi pas qu'une patente de 4 pouces de long par 1 pouce et quart de large. Je viens fou. Ben, c'est exactement ce qui arrive. 33 piastres, bang, ce morceau de saumon, c'est un genre de tablette de chocolat en saumon. Ouais. Tu sais? Ouais, je l'ai eu l'autre fois, ça. Je l'ai eu l'autre fois à Toronto, exactement ça. Donc, dans ce temps-là, le morceau de saumon en question, même prenez celui de la Norvège. Il était à 22 piastres pour la grande affaire que tu achetais chez Costco. Là. Tu disais, OK, morceau de main, t'en fais quasiment 20. Là. Ben oui. On coupe un morceau, on coupe un autre. On en faisait un méchant paquet. Mais là, ils vendaient ça à 33 piastres, mais le sacrement de morceau de saumon est rendu à 51. Ben, c'est ça. La même affaire. Oh oui, c'est la petite palette de chocolat. On y a rajouté probablement bio, là, sur le nom. Saumon de la Norvège, bio. Pêché à la ligne. Ouais, pêché à la ligne. Pêché à la ligne. Ah oui, c'est de la bullshit, ça. Ah oui. Mais, tu sais, tant qu'à être là-dedans, c'est pas mes sujets d'ouverture pantoute, mais regarde, ça va. C'est qu'il y a un gars qui s'appelle Maxime. Puis le gars, lui, il fait des affaires sur Twitter. C'est un gars pas connu, là. C'est un gars qui fait de temps en temps un tweet, mais là, il y a eu 86 000 personnes qui l'ont vu, puis il a même enlevé commentaire. Ça lève tout le temps les histoires de prix. Hein. C'est qu'il va chez IGA, puis il voit un melon d'eau, mais coupé en 4. Tu sais, le IGA, là, il écrit à IGA. Il écrit à IGA sur Twitter, il dit « Hey, IGA! Il est tag. J'aimerais comprendre comment vous arrivez à justifier un prix de 8,40 $ pour un quart de melon d'eau.
En extrapolant, on parle d'un melon d'eau complet de 33 $. Oui, ça fait 33 piastres du melon. Ah, ça fait cher de la pastèque en sacrament. Non, ça $33. 33,40 $ le melon. Il dit « Le prix me semble exagéré un peu pour 2 coups de couteau, un brin de saran wrap et une simple étiquette IGA. » Il y en a qui abusent, hein? Regarde, c'est malade. Oh, ouais, bon, qu'est-ce que je vais... On a-tu des vrais sujets, d'autres là? Moi, je pense que oui, on a des vrais sujets. Dans les sujets du jour, est-ce que je peux saluer mon préféré? Et écoute, si Trump se présente contre l'incompétent de Biden, on va prendre pour Trump, c'est lui qui réussit à passer à travers l'investiture, bon, on va se rallier. Mais j'ai vraiment un penchant pour DeSantis. Je sais pas, je ne vais pas embarquer dans DeSantis versus Trump, mais si vous me demandez lequel qui est mon préféré, puis je sais, Jay, que tu l'as vu récemment dans c'était quoi, un genre de bar dans lequel vous étiez? C'était quoi ça? Oui, c'était une espèce de gros bar linké sur un concessionnaire Harley-Davidson. C'est un genre de gros club de motards. OK. Puis il est allé là? C'était parfait. Ouais, c'était parfait. Et les services secrets en arrière, tout. Mais c'est parfait, c'est ça que ça prend. C'est juste que j'ai trouvé que... C'est parce que là, il commence... hier, il y a eu un sondage. OK, il y a eu un sondage, peut-être que c'était avant hier aussi, là, mais j'ai vu le résultat hier. Puis, il est en avance. Donc, parmi les républicains, il est quelques points en avance sur Trump. OK, je pense que c'est 46-42. Ça a changé. Oui, ça a changé. Ben, c'était le sondage, c'était le sondage du CPAC qui mettait Trump vraiment en avance, à 60 quelques %. Mais ça, le CPAC, c'est pas les républicains, là. C'est conservative. C'est comme la frange très conservateur des républicains. Là, c'est une organisation. Là. C'était le sondage de CPAC. C'est ça. Et si tu vas dans la crowd plus large, ben, dans les républicains, on va dire modérés, normaux, c'est DeSantis qui est en avance. Écoute, 4 points de différence à ce temps-ci, on peut dire que c'est nez à nez. Là. Mais puis si tu te vas dans les indépendants, ceux qui sont ni démocrates ni républicains, mais que là, trouvent que le gars qui est là est un peu bizarre. Je parle de Biden. Ben, eux autres vont être plus portés à voter pour un gars comme DeSantis, pas mal, que pour Trump. Mais regarde, moi, je pense que peu importe qui va être là, les démocrates sont en train de tout scraper ce qu'ils sont en train de toucher. Donc, d'après moi, il y a une possibilité de voir. Puis si c'est Trump, la beauté de ça, c'est ce que j'aime. Si c'est Trump, c'est 4 ans. Avec DeSantis après, c'est 12 ans de règne de président républicain qui s'en viennent. Moi, dans ma tête, c'est clair. OK? Donc, je trouve qu'il y a peut-être une opportunité là. Mais malheureusement, ça risque de jouer dur. Puis on connaît Trump là, avec les histoires. Là, il y a un pareil avec un petit pénis. Puis des affaires de même. Donc là, ça risque de jouer très, très, très salaud. Donc, est-ce que ça va peut-être les briser les deux, une course aussi serrée? Ça, c'est inquiétant. Est-ce que ça va faire que Biden va se faufiler à travers... Parce que ça joue tout le temps un peu dur là, dans les investisseurs, mais là, tu as Trump qui n'a aucune limite. Trump, aucune limite. 0 limite. DeSantis en a plus un peu. Il est un peu plus by the book, mais je pourrais dire qu'il est très performant. À chaque fois qu'il ouvre la bouche, tu dis tabarouette. Puis, ce que je vous dis là, ça ressemble un peu à ce que Trump a déjà dit pendant qu'il était président. Mais c'est la manière que ça a été dit. C'est par rapport à l'histoire à l'Ukraine. Et j'aimerais tellement ça qu'on ait un politicien parce que... tu sais, au Canada, moi, je veux dire, Poilièvre, je sais qu'il y a beaucoup de monde qui aime Poilièvre. Puis je sais que... Puis je vais poser la question peut-être à Joe tantôt. Parce qu'on parlait avec Joe Hamel. Joe va être là avec nous autres tantôt un petit quart d'heure avec nous. Puis après, Joe va rester dans le vestiaire avec Dodu. Puis Jay va être là. Jerry va être là. On va faire un vestiaire. Donc, Joe va faire deux quarts d'heure. Même plus. Et je vais lui demander, parce que je sais qu'il aime beaucoup Poilièvre. Mais moi, Poilièvre... Il y a des affaires un peu qui me titillent. Il y a des affaires qui me titillent, puis je comprends l'histoire là, de toujours être stratégique dans les histoires de vote, que dans l'Ouest, il y a beaucoup d'Ukrainiens, puis que là, il faut être pour l'Ukraine.
Mais il y a tout de même une maudite marge. Là, c'est rendu que c'est Poilievre qui est quasiment celui qui veut envoyer le plus d'armes, puis le plus d'argent, puis il met de la pression sur Trudeau pour avoir plus. Donc, moi, personnellement, je veux dire, ça ne m'attire pas beaucoup d'aller voter pour Poilievre si, dans un des sujets les plus importants de la dernière année, puis de là, puis la prochaine élection, ça va jouer beaucoup, c'est sûr, que finalement, j'entends encore la même maudite patente. Il faut leur envoyer de l'argent, puis il faut faire ci, puis il faut les appuyer, puis Poutine, c'est ainsi. Puis moi, ça, là, je l'entends. Là. Je sais c'est qui pense ça. Là. Je sais que ça gagne à Trudeau. Je sais que c'est Freeland. Je sais que c'est Mélanie Joly. J'entends tout. Là. J'entends tout ça. J'ai pas besoin de réentendre ça de l'autre bord. J'ai besoin d'avoir une autre alternative à ça. Puis, chez les républicains, attention, là, c'est pas... il y en a qui vont dire, oh, mais il n'y a pas le choix. Okay? Puis j'ai déjà dit, si tu t'en vas contre les Ukrainiens, si, mettons, tu es chef du Parti conservateur, et que la majorité des Ukrainiens dans l'Ouest sont conservateurs, de dire que, ouais, moi, j'aimerais plus la paix que la guerre. Je ne pense pas que d'entretenir la guerre, c'est bien payant à long terme. Ça se peut que ce soit un genre de suicide politique. Mais ça l'est aux États aussi, parce que s'il y a un sujet qui semble unir les démocrates et les républicains, c'est... Bon, il y a une différence. Les démocrates vont dire, nous autres, on appuie l'Ukraine jusqu'à vitam aeternam. Tandis que les républicains vont dire, ben nous, on appuie l'Ukraine, mais là, à un moment donné, il faut qu'il y ait une fin. Pas là, mais il faut qu'il y ait une fin. Donc, il y a une petite différence, mais pas très grande. Ben, DeSantis, lui, il s'est pas levé, puis il n'a pas dit, bon, ben là, je vais être stratégique dans mon affaire. Oui. Puis je vais dire, ouais, ben là, nous, l'Ukraine. Non. Il dit... Voici le nombre de problèmes que nous avons dans notre pays. OK? Telle affaire, l'inflation, l'énergie, la scie, la ça. Pas quelle affaire? Là, nomme toutes les affaires. Il dit, moi, là, la guerre territoriale entre la Russie et l'Ukraine, c'est pas vraiment dans ma job. C'est pas dans mon to-do list. C'est pas la job du président des États-Unis d'Amérique. Et moi, excusez-moi, là, je vais régler le problème des Américains. Voici les problèmes que nous avons. Les problèmes des Russes et des Ukrainiens, on va les laisser s'arranger avec ça. Est-ce qu'il y a moyen? C'est pas si... Tu sais, on les connaît, là, tous nos problèmes. On en a des problèmes. Là. On a des problèmes qui sont même créés par nos gouvernements. On a des problèmes qui sont reliés à l'inflation, qui ont été créés par... La banque canadienne. Il y a des problèmes qui vont venir, là, l'inflation qui va augmenter encore plus en raison, entre autres, des bourses du carbone. Ce matin, David Descoteaux, dans le Journal de Montréal et le Journal de Québec, un excellent texte sur l'augmentation des prix qui va être dans toutes les épiceries, tout ce qu'on consomme, qui sont reliés à l'augmentation de la bourse carbone de Trudeau, qui augmente de 15$ la tonne là, et qui va être à 65$ la tonne cette année, et qui va être dans 7 ans le double de ce qu'elle est cette année. Donc, l'inflation à 5 %, là, c'est probablement pour... nous autres, rendus à notre âge, d'après moi, la nouvelle norme d'inflation, ça va être 5 %. Donc, est-ce que les salaires vont être capables de suivre? Ben non, c'est sûr que non. Donc, on va devenir de plus en plus pauvres. Et ça, qui a fait ces mesures-là? Les gens qu'on a élus. Des fois, on est très dangereux avec un vote, je le dis souvent. Les gens, on les a élus, on a élu les mauvais. Et ces mauvais-là nous ont passé une coupe de dames de pique et on se ramasse avec des problèmes majeurs. Donc, on a des problèmes majeurs, des problèmes d'habitation, on a des problèmes, la liste est longue. Est-ce que Poilievre pourrait nous dire, moi, je veux devenir premier ministre du Canada. Et quand je vais devenir premier ministre du Canada, premièrement, il y a des gens qui ont de la misère à garder leur maison parce que les coûts explosent. Il y a des gens qui ont de la misère à se nourrir comme il faut, même s'ils ont 2 jobs dans la maison. Ils sont de plus en plus pauvres. On a tel problème, on a tel ci, on a tel ça. On a un paquet de choses qui sont primordiales à régler. Je vais laisser les Russes, sans dire qu'il n'y a pas de la peine pour les Russes. Il ne veut pas le dire. J'ai de la peine pour les Russes, j'aime pas ça, etc. Mais je vais laisser les Russes et l'Ukraine s'organiser avec leurs affaires. Oui. Est-ce que c'est possible, ça? Non. Non. Ouais, ça prend du courage politique un peu pour le faire. Puis, Mais l'affaire, c'est que... lui, veux-tu être président des États-Unis d'Amérique? Oui, mais... Qu'est-ce qu'il y a d'exceptionnel, lui? Il est bien bon, là. Non, mais DeSantis, c'est pas un politicien de carrière. Poilievre, c'est un politicien de carrière. Puis moi, j'aime Poilievre parce que... by the way, je vais voter pour lui. Mais j'aime Poilievre parce que j'aime ses speeches.
Poilievre. J'aime son attitude, mais c'est un politicos. Et un politicos, ça fait quoi? Ça calcule. Alberta, 369 000 personnes. Je pense que c'est 9 % de la population d'Albertaine qui sont d'origine, qui ont des ancêtres ukrainiens. Oui, Saskatchewan, il doit en avoir beaucoup Saskatchewan et Manitoba. Saskatchewan, c'est 143 000 personnes. Manitoba, c'est 180 000 personnes. Poilievre, il calcule. Là. Il prend un papier et un crayon, là, feuille 8,5, 11, là, puis il calcule. Il ne veut pas choquer ce monde-là. Ouais, mais eux autres vont voter pour lui pareil. Puis, tu sais, dans l'Ouest... Je comprends. Dans l'Ouest, là, que dans chaque circonscription, qu'il y en a 4 000 qui décident de ne pas aller voter, il va gagner. Au lieu de gagner par 40 000, il va gagner par 30 000. Mais à un moment donné, il faut que tu ailles chercher le monde ailleurs. Puis je comprends que c'est... Mais le point, c'est même pas... Je comprends, OK, je te suis. Je t'entends, comme dirait l'autre. Je t'entends. I hear you, oui, je t'entends. Mais c'est juste d'avoir... C'est que ça a été présenté... Ce que j'ai aimé de DeSantis, c'est que c'est présenté de... comment je pourrais dire? C'est été présenté de manière... il a jasé à des adultes. Et il nous a présenté quelque chose qui a bien de l'allure. La manière qu'il l'a fait. C'est pas ben Chris, regarde, les Ukrainiens qui s'organisent, les Russes les adorent. Non, c'est pas ça qu'il a dit. C'est parfait comme position. Mais j'ai aucun politicien au Québec, au Canada qui m'arrive puis qui va me parler de mes affaires à moi. Moi, là, j'ai pas besoin d'élire quelqu'un qui va travailler à l'ONU. J'ai pas besoin d'élire quelqu'un qui va être un négociateur entre l'Ukraine et la Russie. Je veux qu'il y ait un politicien qui s'occupe de mes bebelles. Puis mon argent, je veux qu'elle reste ici. Puis je veux pas qu'elle s'en aille à quelque part puis que je vais savoir dans 5 ans qu'elle va finir dans les poches de tous les dirigeants de l'Ukraine parce que ce sont des spécialistes de la corruption. Puis c'est des gens qui blanchissent de l'argent à tour de bras. Dans tout... Écoute, c'est un des pays les plus corrompus de la Terre depuis toujours. J'ai besoin d'entendre ça. Je suis un peu écœuré on vote on va voter pour contrer l'autre, on va voter stratégique, Et là, il faut encore élire quelqu'un qui, lui, doit compter, puis il doit penser, puis il doit être stratégique. Ah, si, boire. Plus capable. Parce que DeSantis, il s'élève. On s'entend-tu que la Floride, il y a plusieurs communautés, là? Il y a du monde qui arrive de partout, là, qui vivent en Floride. Là. On s'entend-tu que, tu sais, oui, t'as ça, on va dire latino, mais dans les latinos, tu sais, quand tu dis latino, mais t'as des Portugais, t'as des... Des Mexicains, t'as des Cubains. Exactement ça. Donc, il y a plein de... Je pense qu'il doit y avoir une communauté russe aussi en Floride. Très forte, la communauté russe aussi. Voilà, exactement. Non, mais l'affaire, c'est que lui, là, il s'élève au-dessus de ça. Lui, il parle aux gens qui sont américains qui vivent en Floride. Lui, il parle... Il parle aux Floridiens. Il parle aux Floridiens. Après ça, un jour, il va parler aux Américains. Lui, il s'est élevé là, ce discours-là est un peu plus ça. Américain que floridien, moi, je trouve. Non, c'est ça, je te dis, c'est que lui a commencé à parler aux Floridiens. C'est ça qu'il a fait élire. Là. Oui. Après ça, lui, il va parler aux Américains. Mais là, lui, il va s'élever au-dessus de ça. Il va dire, ben toi, c'est comme si tu disais à quelqu'un qui est sensible aux choses à la situation ukrainienne, quelqu'un de l'Ouest canadien qui est sensible à ça. Là, tu vas dire, oui, mais je comprends que tu es sensible à ça, mais t'es Canadien. Moi, je travaille pour les Canadiens. Toi, t'en fais partie. Tu es Canadien, toi. Donc, il faut que tu t'élèves au-dessus de ça, mais Poilievre, il le fait pas, il calcule. Ouais. Tu vois, Rubio en Floride, il dit pas la même chose que DeSantis là-dessus. Là. Qu'est-ce qu'il dit, Rubio? Rubio, ce matin, je voyais ça justement sur la TV, c'est que Rubio, lui, se détache de DeSantis sur ce qu'il a dit par rapport à l'implication des États-Unis envers l'Ukraine. Rubio, il a tout été de même. Là, Rubio, c'est un rhino, c'est un genre de pute. Là. Il est correct aussi. Là. Je ne l'haïs pas, Rubio, mais c'est un politicien. C'est un gars vaseux qui se promène. Il essaiera jamais de te déplaire. Finalement, tu réussis à rien avoir là, dans ce temps-là. Il reste collé au Sénat, fait que ça a l'air de faire son affaire. Oui, c'est ça. Il reste collé là. Sauf que, je sais que c'est pas
populaire de dire ça, parce que je l'ai expliqué avant de le dire. J'ai dit que les républicains, ils sont pour l'implication monétaire, puis ils appuient l'Ukraine en grande partie, comme les démocrates, même plus les démocrates, mais les républicains sont quasiment à la même place qu'eux autres. Donc, d'arriver et de sortir ça, ça montre que le gars, il a des gros chenolles. Dans son char, là, après sa boule pour tirer le trailer en arrière du char, il y a 2 grosses couilles en aluminium. Là. Tu sais, les gars qui mettent ça, là? Oh, D'après moi, DeSantis, il y a ça après ça, en tout cas. Mais c'est sûr que ça. Je suis sûr que... Parce que ça aurait été facile de dire ce qu'ils disent tous. C'est facile de le dire, mais la vérité, c'est elle qui a dit. C'est oui, mais non. C'est pas de nos affaires. Tu sais, je veux dire, ça finit par pu être de nos affaires. Là, à un moment donné. Là. C'est vos chicanes qui durent depuis tout le temps. Puis là, on a donné. Puis finalement, ce qu'on veut, c'est la paix. On veut la paix. Négocier la paix. On veut négocier la paix. Moi, on veut que ça finisse. Puis ça là, ben, il y en a finira qui vont faire. Moi, le problème là-dedans, c'est que ça finira jamais de la manière qu'ils font ça de même, là, en envoyant de l'argent. C'est Ben quoi, non, ils entretiennent la guerre. c'est quoi le end result de ça? Là? Pensez-vous que la Russie va arrêter, elle va se retirer, puis elle va dire, bon, OK, c'est bon, on arrête? Non. Ça pourra pas arriver, ça. Non. Fait que, C'est sûr. va falloir que quelqu'un s'assoie à un moment donné. Ça peut pas, on peut pas continuer à envoyer de l'argent là tout le temps. Là. Exact. Anyway, gars, voilà, c'était la discussion. Mais j'ai hâte de voir si... je vais poser la question à notre ami Joe Hamel dans le prochain bloc. Hey, justement, Joe est stand-by. On a le vestiaire avec Joe aussi et le dodu. Notre chum Jay the Pilot is in town. Donc, en studio avec nous. Jerry est là. Mon nom est Jeff Fillion. On est en plein mercredi sur Radio Pirate Live. On vient. Radio Pirate. Ah, mes chers auditeurs. Radio Pirate. Radio Pirate. Do you like it? Yeah. 100%. Pirate. OK, de retour sur Radio Pirate Live. Le vestiaire est stand-by. Il sera du vestiaire. Mais là, on est là pour nous autres seuls, pour plusieurs sujets à jaser. On sera très freestyle aujourd'hui avec notre chum Joe Hamel. Joe, t'es salué. On parlait de ça dans l'ouverture. Avant que tu te joignes à nous, je sais que t'haïs pas Poilievre, mais sa position, puis il y a 2 auditeurs qui m'ont posé la question. Ils m'ont dit, tu dois me poser la question à Joe. Ils m'ont dit, qu'est-ce que tu penses de sa position sur l'Ukraine? Puis enlevons le côté stratégique du vote ukrainien dans l'Ouest, puis je sais que ça joue pour beaucoup quand un politicien regarde ça froidement en statistique. Avec la comparaison de la sortie hier ou avant-hier de DeSantis sur le même sujet en disant, écoutez, moi j'ai une liste de gros problèmes pour notre société en ce moment. On a des problèmes économiques, on a des problèmes d'inflation, on a un problème d'énergie, on a un paquet de problèmes à régler. Je vais laisser les Russes et les Ukrainiens essayer de trouver une entente puis de s'arranger au niveau d'une guerre territoriale. Mais je vais m'occuper avant tout des États-Unis, puis envoyer l'argent pour continuer la guerre. Je pense qu'il faut aussi, je résume, il faut arrêter ça. Poilievre, lui, qui est un peu notre DeSantis, puis qu'on voit de l'espoir en lui de sortir Trudeau, puis je sais qu'on veut sortir Trudeau à tout prix, puis le but n'est pas de mettre des bâtons dans les roues de Poilievre, mais est-ce que c'est une position qu'il doit absolument avoir par cause des Ukrainiens dans l'Ouest, où il y aurait eu moyen de le présenter d'une autre manière, parce qu'il y a beaucoup de gens déçus, de ce que je comprends, de voir qu'il y a le même il veut en rajouter plus que Trudeau sur ce qu'il pense de l'Ukraine, ce qu'il veut faire de l'Ukraine. Qu'est-ce que tu as vu là-dessus? Écoute, moi, je pense que c'est une erreur, sa position. Je pense que la position conservatrice populaire à l'heure actuelle, alors que tu regardes l'opposé, regarde tous les, entre guillemets, libéraux qui ne sont pas libéraux, les liberals, voient tous dans ce conflit une espèce de croisade 3.0, là, l'idée qu'il faut tout mettre de côté dans la société occidentale pour financer et commettre des ressources sur ce conflit territorial-là, il faut le dire. Là, c'est vraiment territorial et régional. Je pense que la position responsable serait de faire un pas en arrière et de dire jusqu'où on veut. Et c'est quoi en réalité, ce qu'on dit jamais, c'est quoi le endgame? C'est quoi... Tu sais, quand j'entends les Mélanie Joly, Justin Trudeau dire on va faire tout ce qui est possible pour faire quoi exactement? Tu sais, pour avoir les frontières initiales de l'Ukraine, même Mélanie Joly a dit récemment qu'il souhaitait même un changement de régime en Russie. Donc, quel est l'objectif final de ces gens-là?
Et qu'est-ce que ça fait de voir, par exemple, un Poilievre renchérir là-dessus indirectement en disant qu'il veut en faire plus? Moi, je pense que je pense pas que c'est la bonne position. Je pense que la bonne position, c'est de dire vraiment, c'est une guerre-là, c'est une erreur. Oui, il y a une évasion. Tout ça, c'est jamais bon, la guerre, en passant. Là. Je pense de se retirer de ça le plus vite possible, s'assurer qu'il y ait des négociations. Ça devrait être le rôle du Canada en passant de demander, de favoriser une résolution pacifique rapide à ce conflit-là. Et ma compréhension, et ça fait plusieurs fois que depuis, je pense, depuis le début de 2023, que Poilievre a des réactions, je pense, qui ne sont pas très naturelles de sa part. Je pense qu'il est beaucoup plus sur ces sujets-là, proche de la position peut-être plus de Maxime Bernier que la position mainstream conservative, à mon avis, qui n'est pas la bonne. Parce que d'être plus nuancé sur cette position-là, je ne pense pas qu'il perdrait la majorité des électeurs conservateurs traditionnels, mais il perd, je pense, une partie des électeurs qui avaient acquis dans les derniers mois avec notamment son opposition aux mesures sanitaires, etc. Donc, toute la nouvelle droite... Il nous refroidit. Une chose est sûre, il nous refroidit. Oui, puis cette clientèle-là, elle est très sensible. Ça prend juste... il y a eu l'affaire aussi, là, j'ai eu les mêmes questions que toi là, de la part d'un auditeur. Tu sais, l'affaire de sa femme avec l'histoire des tests. Écoute, ça, je ne suis pas trop au courant de cette histoire-là, mais ce que je comprends, c'est que c'était au début 2020 ou du moins dès les débuts de la pandémie. Je pense pas qu'ils ont doublé la mise là-dessus puis qu'ils ont fait... je pense qu'il faut faire la différence entre... j'écoutais d'ailleurs Dennis the Beautiful dans Prime qui disait, et j'ai la même position, de dire que moi, je pense qu'il faut donner une pause pour... Lui, il disait comme jusqu'à... je pense, avril ou mai 2020. Moi, je pense qu'il faut donner 2020 au complet. Là. Même si on le savait dès les débuts, je comprends ça. Là. Mais je pense qu'on peut donner un petit peu de jeu en disant, regarde, 2020, on le met de côté. À partir de 2021 et même 2022, là, on jase. Là, on parle vraiment d'acharnement. Là. Mais à partir je pense, de 2020, on a une espèce de waiver là-dessus. Je pense qu'on peut leur donner un free pass. Je pense que Poilievre a eu le courage de s'élever quand c'était difficile de le faire en passant, là. En plein dans la manifestation des camionneurs. Je pense qu'il n'a jamais nié ça. Il a toujours maintenu cette position-là. Une autre affaire, on n'a pas parlé, mais une autre affaire, je pense, qui est un peu inutile, c'est l'histoire de poursuivre les pharma pour l'affaire de les opioid crisis. Là, ça, c'est quelque chose qui est bien réel, oui, mais qui est un sujet qui est beaucoup américain. Je pense pas que l'idée de poursuivre des pharma est le genre de climat qu'on veut... Même si je suis loin d'être un fan des pharma, là, mais overall, d'un point de vue, l'idée de lancer le message qu'on va poursuivre des compagnies au Canada pour quelque chose qui est quand même relativement diffus et vague, là, l'histoire des opioids. Là. Moi, je voudrais beaucoup plus les poursuivre sur l'histoire des vaccins, etc. Là. Si tu veux poursuivre les pharma, on peut poursuivre sur quelque chose qui a vraiment du sens. Donc, j'ai comme l'impression qu'il est guidé de plus en plus par des conseillers beaucoup plus beige. Une fois qu'il a pris la tête là, du Parti conservateur, on dit, ben regarde, là, c'est bien beau, là, l'histoire de s'opposer aux mesures sanitaires, puis de tirer sur le gouverneur de la Banque centrale, ce qui était 100% valide en passant. Mais maintenant, on va parler des vraies affaires, c'est-à-dire on va faire des vrais enjeux, entre guillemets, comme justement le soutien de la guerre en Ukraine, tout ça. Alors que moi, je pense vraiment pas que c'est la bonne stratégie. Il devrait maintenir la ligne de ce qu'il a fait connaître au début. Hey, parlant de ça, de DeSantis, parce qu'on parlait de lui, de sa réaction face à l'Ukraine, je pense que c'est... Écoute, elle n'est pas extrême, elle est juste différente de ce qu'on entend, parce qu'il semblerait que tous les politiciens, peu importe la couleur qu'ils ont maintenant, ils ont toujours presque le même liner. Ça faisait différent d'entendre DeSantis sur le sujet. Je sais que Trump a probablement le même avis. Il va probablement dire que DeSantis il a volé sa ligne, donc ça risque de brasser un peu. Mais avec le sondage d'hier, là, c'est-tu dangereux ce qui est en train de se passer entre deux coqs de même qui vont se... Est-ce que c'est dangereux? Pour Trump, ça ne l'est pas, parce que Trump, lui, c'est rendu à son âge, c'est là, puis sinon c'est fini. Mais pour un gars comme DeSantis, la confrontation qui risque d'arriver, là, pour un gars comme lui, est-ce que c'est dangereux d'aller affronter un gars comme Trump et de ne pas peut-être être plus patient et dire, regarde, on va laisser Trump aller, s'il gagne 4 ans, puis je vais ramasser la présidence pour les 8 prochaines années. Ou encore, il va disparaître pour d'autres choses, parce qu'en quelques années, le paysage change rapidement. Mais est-ce que c'est dangereux pour lui d'aller se frotter à Trump, puis on le voit que lui il est prêt à dire n'importe quoi, j'ai entendu qu'il y avait un petit pénis, puis il va sortir plein de liners de même comme on le connaît. Est-ce que c'est dangereux pour DeSantis qui s'en vient? Écoute, il y a probablement plusieurs opinions là-dessus. Moi, je pense qu'il doit y aller avec, tu sais,
DeSantis a été de facto, je pense, après la défaite de Trump, et surtout le rôle qu'il a joué. C'est un peu ça. C'est là qu'on voit les leaders. Tu deviens un leader par la force des... soit que tu le deviens, soit qu'on te pousse, ou soit que tu le deviens par tes actions. Puis je pense que DeSantis, avec ce qu'on a vécu justement dans le contexte de la pandémie, et de voir comment la Floride a été comme un peu ce leader-là par l'action de DeSantis. Ça a été du leadership direct et ça l'a influencé. D'ailleurs, je disais ce matin une série de tweets, posait la question quels ont été les meilleurs États. Moi, je disais, c'est sûr que certains États républicains ont lancé un peu le bal. Tu parlais du Texas, mais c'est vrai que le Texas n'était pas en toute partie dans cette lignée-là au début, là, parce que justement, Abbott avait tendance à suivre un petit peu ce qui se passait, voulait être beaucoup plus confineur, mais quand il a compris que DeSantis est en train de se sauver avec la nomination, avec le momentum que la Floride a donné, ça a changé la dynamique politique. Et ça, je pense qu'il faut reconnaître le leadership de DeSantis là-dessus. Puis après ça, toute la bataille anti-woke là, contre Disney, etc., je pense que là-dessus, il a marqué beaucoup de points aussi. Donc, je pense qu'il n'a pas le choix. Il doit y aller, là, DeSantis. Il a un rôle, je pense, important au niveau des conservateurs américains. Et tu sais, que le meilleur gagne, au final, là, c'est toujours bon. D'ailleurs, c'est à ça que ça sert, les primaires. Ça sert à séparer les hommes des enfants, puis qu'il y ait un réel clash, qu'il y ait un réel débat. À savoir, c'est parce que Trump a toujours eu une dynamique it's my way or the highway. Moi, je me rappelle, écoute, les primaires de 2016, c'était incroyable de voir à quel point il y avait un clash entre Trump et le reste. À l'époque, ce qui avantageait Trump, c'est qu'il était capable de dire, regarde, toute cette gang-là, c'est la vieille gang. Moi, j'arrive de zéro, j'ai les mains libres. Là, Trump se présente un peu comme premièrement, il a été battu, il a été au pouvoir. Donc, c'est pas la même dynamique que 2016. T'es un outsider, mais plus tellement, parce que t'as quand même siégé là, dans le siège du président des États-Unis là, pendant quand même 4 ans. Là. Est-ce qu'il y a un danger pour que les deux, parce que ça va virer on le voit dans le sondage, les deux autres, à date, ont pas de il n'y a rien pour eux autres. Là. Ça va être une bagarre à deux, c'est clair. Mais est-ce qu'ils peuvent... Ils ont une opportunité. Là. Ils ont un président, il y a un président que probablement même les démocrates ne veulent plus. Il y a un gars très faible qui est là, qui n'est plus vraiment sur le poste. Ils ont une opportunité de reprendre le pouvoir là. Et est-ce que le fait de s'attaquer les deux comme ça, d'avoir deux grosses chaussures de même, deux grosses pointures qui vont se pogner un et l'autre, est-ce que ça risque de faire des victimes à un point que le Parti républicain risque de s'affaiblir? Ou celui qui va gagner va tellement avoir sorti d'une bagarre épique qu'au contraire, ça va propulser le Parti républicain face à l'élection qui s'en vient? Non, je pense que généralement, les gens se rallient. Là, peu importe qui va gagner. Je pense pas que si Trump perd la nomination, il va définitivement avoir un genre de réaction comme il y a eu avec l'élection, j'imagine. Reste à savoir si... C'est quoi l'inventaire, disons, des followers, des supporters de Trump? Il y en a probablement qui veulent gagner plus que Trump veut gagner, en sens que si ils veulent que les républicains gagnent et tasser le régime Biden. Donc, je pense pas que le 30%, 35% qui supportent Trump va s'effondrer et ne va pas aller voter. Là. Je pense que c'est loin d'être ça. Là. Non, que le meilleur gagne. Moi, j'aime ça quand il y a un combat, quand il y a un réel débat puis qu'il y a une réelle course. Puis, on verra ce qui se passe. Là. Hey, plusieurs sujets à part ça aujourd'hui. On va parler tantôt des médias, mais je veux t'entendre sur ce qui a été le sujet cette semaine au niveau financier. On voit qu'aujourd'hui, les marchés sont ouverts de manière un peu de travers, justement parce qu'il y a des signes que certaines banques européennes auraient des problèmes également. Donc, il y a une instabilité au niveau du secteur financier. C'est arrivé avec la banque woke de Silicon Valley qui donnait des centaines de millions au mouvement BLM puis qui faisait des programmes de diversité, mais ça, c'est un signe que les banques peuvent s'écrouler. Je veux dire de quoi? Il n'y a pas une banque canadienne qui va tenir parce que de la wokeness dans les banques canadiennes en ce moment, dans les hautes directions, c'est ça à longueur de journée. Mais ça a shaké le temple. Et c'est là qu'on voit que, bon, tout le système, on le sait, il tient par la confiance. Et si à un moment donné, bon, il n'y a plus de confiance, il a fallu que le président sorte un lundi matin à 9h alors que c'est un gars qui habituellement le matin ne fait rien parce qu'il est dur à réveiller. Il y avait de l'inquiétude comme de quoi que les Américains auraient pu se précipiter vers leur banque et sortir l'argent qu'ils avaient. Puis là, ben, ça leur aurait peut-être provoqué d'autres. Donc,
Est-ce que ça a été exagéré par les médias, ce qui s'est passé? Parce qu'aujourd'hui, maintenant, on ne sait plus trop. Hein? On sait ce qui nous est présenté, la réalité. C'est dur à savoir qu'est-ce qui est vrai et pas vrai de plus en plus avec, je dirais, les clics, les titres. Tout est devenu plus catastrophique que ça n'a jamais été. Est-ce que pour toi, c'est épeurant ce qui s'est passé cette semaine ou c'est quelque chose qui arrive depuis toujours, des banques qui s'écroulent puis un autre qui revient? Ben, premièrement, c'est pas. Je pense qu'il faut mettre en contexte. Là, oui, ils vont dire, ouais, c'est le plus gros effondrement de banque depuis, je pense que c'était Washington Mutual ou quelque chose comme ça. C'était une des 20 plus grosses banques aux États-Unis. C'était un membre du S&P 500, Silicon Valley Bank. Là, mais c'est quand même une banque relativement, pas dire boutique, mais qui était ciblée sur un secteur particulier, d'un point de vue régional aussi. Donc, c'est quand même, entre guillemets, une petite banque. Puis quand on parle des banques européennes, on parle de Crédit Suisse qui était déjà dans la dèche depuis longtemps. Déjà, donc, on parle pas, je pense, on parle pas de UBS ou de grandes banques, de grands groupes. Là. Et d'ailleurs, c'est un peu ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un inflow, un transfert des capitaux. Je pense Bank of America annonçait hier qu'il y a 15 milliards qui est rentré. Donc, les gens se quittent les petites banques pour aller vers les plus grandes banques. Moi, je pense que c'est... Je ne veux pas faire toute la genèse de ce qui s'est passé, parce qu'il y a eu un bon segment. J'écoutais avec Yann, là, il y a eu un bon segment sur l'explication, les fondements de ça. D'ailleurs, moi, écoute, je ne suis pas le plus grand fan des banques en général et surtout pas des banques centrales, mais il y a quand même des opportunités. Là. Regarde, tu regardais les banques comme Citigroup qui perdait 6% avant hier, il repère 5% aujourd'hui. Wells Fargo, donc écoute, c'est des titres que j'ai achetés. Moi, je pense qu'overall, ça va revenir dans le sens où je pense pas que c'est... Oui, je pense que le système bancaire en général, pas dire que c'est frauduleux, mais dans le sens qu'on sait que ça tient sur la confiance et qu'on a expliqué le principe que si tout le monde demain matin se garoche pour retirer leur argent, ça va pas fonctionner. Mais ça, je veux dire, ça a toujours été comme ça. Par contre, est-ce que Silicon Valley Bank et Crédit Suisse, c'est un risque systémique sur le système bancaire au complet? Moi, je pense pas. Je pense pas non plus que... D'ailleurs, ce qui est incroyable, c'est de voir... C'est pas ça l'histoire. T'sais, l'histoire, c'est que ces cracks-là, ces entre guillemets crises-là, sont vraiment provoquées par directement l'action de la Fed. Et l'action de la Fed qui a été provoquée aussi, si on revient en arrière, par l'influx sans précédent de nouvelles monnaies dans le système suite à la réaction à la, entre guillemets, pandémie. Donc, c'est vraiment une réaction en chaîne et de voir comment les régimes, non les régimes Biden, etc., réagissent comme si c'était des crises à chaque fois, alors que c'est réellement toujours la même affaire. Tu sais, c'est comme si tu pars sur la brosse, le lendemain, tu te remets à boire, puis là, finalement, tu réagis toujours à dire « Voyons, comment ça, je suis hangover? » Tu sais. Et en réalité, c'est toujours par le fait de tes propres actions et on ne fait jamais cet assessment-là que c'est toujours l'action de la Fed. D'ailleurs, je te fais remarquer, quand tu entends justement les chroniqueurs et les économistes là, paternalistes sur le fait de... Ces gens-là n'aiment pas là, justement que les gens puissent faire leur propre investissement. Ces gens-là n'aiment pas l'or, ces gens-là n'aiment pas Bitcoin parce que ça pose un, entre guillemets, risque sur le marché. Mais tu regardes un chiffre incroyable, c'est en l'espace d'une semaine, Jeff, la probabilité que la Fed augmente de 50 points de base, donc 0,5%, est passée de 80% à 0 en l'espace d'une semaine. Ça, c'est incroyable en passant. Là. C'est une variation incroyable pour une hausse aussi élevée d'1 demi-point dans le contexte actuel. Et la Fed se targue de dire qu'elle est là pour promouvoir la stabilité économique. C'est de loin, c'est plus volatile que bien des assets. Et c'est ça qu'on perd de vue. Ces gens-là ne savent pas ce qu'ils font. Ils sont complètement dans le noir. Là, d'ailleurs, on commence à parler, je regarde le marché commence à pricer. D'ailleurs, le marché price un maintien des taux pour la prochaine annonce qui va être le 22 mars. Et dès mai, tu vois, on commence à parler de baisse des taux dès juin 2023. Tu vois, 54% de probabilité de baisse dès juin 2023. Alors que l'inflation va probablement être largement encore en haut de la cible. On est à quoi? On est encore autour de 6%. Donc, avec un taux à 4,5. Donc, si on y va encore à coup de 0,25, moi, je pense qu'il devrait être la chose à faire. On devrait continuer d'augmenter les taux jusqu'à temps qu'on soit largement
au-dessus. Là, on ne peut pas garder les taux en bas du taux d'inflation. C'est impossible. Là. C'est une erreur de politique qu'on voit. On envoie encore des mauvais signaux. Ça va créer des incitatifs. Les gens vont se remettre à emprunter. C'est déjà parti, là. Vas-y. C'est déjà parti parce que les taux hypothécaires aux États-Unis sont baissés de quasiment 3/4 de point depuis l'histoire de la banque vendredi. Mais pendant ce temps-là, oui, ça, c'est une bonne nouvelle pour ceux qui font des maisons et qui veulent continuer à en vendre. Sauf que l'inflation, tu l'as dit, là, les chiffres sont sortis hier. On est encore haut, c'est encore la bouffe, c'est encore des choses qui sont primordiales pour le monde, se nourrir, l'énergie, etc. Et ça, il n'y a rien dans les chiffres. Quand on regarde, quand on lit le rapport qui est sorti, il n'y a rien qui nous montre. Puis au Canada, c'est encore pire parce que la bourse du carbone, on l'a vu ce matin par un texte de David Descoteaux dans le Journal de Montréal, la bourse du carbone qui va augmenter, puis d'ici 7 ans, qui va même plus que doubler, c'est une augmentation quasiment des prix à la consommation, de tout ce qu'on va toucher, de facilement 2 à 3 % juste pour l'histoire verte. Donc, mets ça avec tout ce qu'on vit actuellement qui a été provoqué par la COVID et l'imprimage d'argent. Bien là, on va être pogné avec une inflation quasiment, je le disais ce matin dans Prime avec Jerry, puis Jay de Pilot, j'ai dit, j'ai comme l'impression que le 5 % c'est ce qu'on riait là, avec le premier ministre du Québec il n'y a pas longtemps, le 5 % d'inflation qu'on ne pensait pas qu'on allait revoir dans notre existence, c'est peut-être le nouveau 2,5 %. C'est exactement, écoute, c'est la ligne directrice, je pense, de notre discussion depuis maintenant 2 ans. Moi, je pense que c'est ce qui va se passer. Ça va devenir la nouvelle normale. Les banques centrales vont s'ajuster en disant « Ouais, mais on va faire une moyenne sur plusieurs années, ça va donner 2 %. On est en train de normaliser l'inflation. C'est ça qui est en train de se passer. On est en train de normaliser l'inflation, qui est une conséquence directe. Et n'oubliez jamais ça. Là. L'inflation est une conséquence directe de la politique monétaire des banques centrales, qui elle-même est une conséquence directe des mauvaises politiques publiques on va dire des 100 dernières années, là, mais réellement des 2-3 dernières années en ce qui nous concerne. Et ça, de plus en plus de gens commencent à réaliser ça. Le bon côté des choses, c'est que l'histoire de Silicon Valley Bank, comme l'histoire, par exemple, de l'inflation, il y a de plus en plus de gens qui commencent à réaliser comment fonctionne le système. Alors qu'avant, même des gens en finance, moi, Jeff, j'ai déjà éduqué des gens avec des CFA et des CPA et même des fois des économistes sur comment fonctionnait le système. C'est quand même incroyable de savoir comment, tu sais, je veux dire, entre guillemets, l'impression d'argent, c'est souvent très vague pour des gens, même qui sont en finance. Donc là, je pense que le commun des mortels est en train d'apprendre comment ça fonctionne. Et ça, c'est pas bon pour le régime inflationniste. Les gens, justement, notamment la gauche, qui a besoin de la machine à imprimer de l'argent pour financer ces politiques débiles. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les conservateurs doivent s'entrancher sur un régime fiscal de baisse d'impôts, d'élimination des tarifs comme la taxe sur le carbone, de justement cette folie dépensière-là de l'Ukraine. Ça va en droite lignée avec une rationalisation des dépenses. Tu ne peux pas être pour rationaliser les dépenses à la maison et d'envoyer des dizaines de milliards à l'étranger et d'envoyer des tanks usagés en même temps parce que tu sais que tu vas en acheter des neufs après. Ça ne fait aucun sens, cette affaire-là. Donc, ils doivent être cohérents sur cet enjeu-là. Hey, je veux, dans les sujets qu'on a aujourd'hui, que tu nous as envoyés, je veux t'entendre sur ce qui se passe dans les médias. J'ai mangé avec des gens qui étaient haut placés dans les médias dernièrement, puis on regarde ce qui se passe, puis on le voit à vitesse grand V avec de gros noms qui ne sont pas renouvelés, etc. Il y a un gros reset qui est en train de se passer dans des joueurs qu'on pensait intouchables. T'sais, on pensait qu'au Québec, les Québécois de ce monde, puis on a vu ce qui est arrivé avec les journaux comme La Presse, des grands journaux qui sont techniquement en faillite, là, qui tiennent seulement par beaucoup d'argent qui a été donné pendant la COVID, et là, 60 % des salaires des journalistes qui sont payés par nos impôts. Donc, c'est un système qui est artificiel. Mais ça brasse pas à peu près. Là. Qu'est-ce que tu vois qui se passe là-dedans? En fait, c'est peut-être juste la pointe de l'iceberg qu'on voit depuis quelques temps. Est-ce que tu vois d'autres choses arriver, puis très rapidement, en fait, voir le système des médias être complètement chamboulé, là? Ben écoute, je pense que tu as fait une bonne introduction, puis on voit avec la nomination de, quelle surprise, Patrick Lagacé à la tête du show du matin à CAQ FM ici à Montréal. On va dans la continuité. Et on voit, c'est drôle, quand tu lis entre les lignes la déclaration de Pat Lagacé, je pense qu'il jasait avec voyons. Paul. Le Paul, exactement. Paul Puis il disait je vais probablement lâcher faire moins de chroniques. Fait que tu comprends que c'est probablement déjà prévu
qu'on lui avait annoncé que le contrat qu'il a actuellement ne sera pas renouvelé aux termes actuels. Et ça, je pense que c'est la ligne directrice actuellement. Je pense que ces gens-là sont sur leur dernier gros contrat qui n'est probablement pas basé sur les rendements, on s'entend, là, c'est probablement des salaires qui sont annuels à des taux qui sont quand même qui sont dignes de la réalité passée des médias et non pas de la réalité actuelle. Donc, je pense que ces gens-là le savent. Donc, s'ils ont l'occasion de sauter dans son cas, la bouée de sauvetage, c'est un peu cette antenne-là. Reste à voir comment ça va se passer pour les autres gros chroniqueurs. Mais moi, je pense que ça va être insoutenable là, de maintenir tout ce beau monde-là sur le payroll. Tu sais, je regarde, s'il y a comme 3-4 personnes qui couvrent le Canadien à la presse, ça n'a aucun sens, parce que ça ne parle jamais des autres équipes dans la Ligue, ça ne parle jamais des dossiers d'actualité d'un point de vue méta, là, si tu veux, dans le hockey de la Ligue nationale. C'est réellement des blogs indépendants qui ont fait leur affaire, comme, tu sais, je pense que vous aviez une couple de... Dans les coulisses, oui. Exactement. Pourquoi avoir un genre de blog de second niveau à la presse quand tu peux avoir des gars qui sont là-dessus à temps plein et qui vont te parler de la Ligue au complet? Oui. Je pense que c'est pas soutenable. On le voit. L'empereur est nu, là. L'empereur est nu, puis on est vraiment sur les derniers milles. Moi, comme je suis d'accord avec toi, je pense que c'est pas impossible que d'ici le prochain cycle électoral, ils vont jamais le laisser tomber. On s'entend, la presse, ça va toujours être bailé out, ou du moins, en façade, ça va être maintenu. Mais pas la presse qu'on a connue, là, elle est morte et enterrée. Même l'hélicoptère TVA rentre au garage. Ah ouais. Elle a été congédiée. Elle a été congédiée, elle, OK, ça marche. Oui, elle a été congédiée. Des gros salaires. Le chauffeur, le pilote d'hélicoptère a été congédié. En même temps que Maxime Chose qui est parti. Non, regarde, c'était une... Ils ont essayé de trouver, c'est à cause qu'ils ont essayé de trouver un pilote qui était journaliste en même temps. Ouf. J'imagine, ouais, c'est ça, exact. C'est un pilote on call tout le temps, tu sais comment ça coûte, hein? C'est ça. mais c'est spécial pareil parce que, tu sais, là, ça éclate, puis c'est sûr que le but, c'est toujours de faire semblant que c'est de la faute à Google et à Facebook. Moi, as-tu réussi à comprendre de quoi, toi, avec l'histoire de Facebook? Parce que Facebook a annoncé qu'il n'allait pas... Tu comprends-tu de quoi dans leurs arguments, eux autres? Cette affaire-là, là, Jeff, c'est un total gaslighting. Là. Gaslighting, c'est quand une personne tente de faire passer une personne pour folle, donc elle la maintient dans cette espèce de folie-là. Et d'écouter les ministres libéraux, Jeff, déchirer leur chemise en disant qu'on se fera pas, on n'accepte pas le chantage de Facebook et Google. C'est quoi cette affaire-là? C'est complètement débile. Premièrement, leur prémisse, c'est l'idée que les liens de nouvelles qui sont partagés sur les plateformes de médias sociaux et comme Google News et compagnie, là, je pense que c'est plus large que les médias sociaux, là, ben ça, c'est comme volé par ces plateformes-là. Alors qu'en réalité, ça amène du trafic à ces plateformes-là. C'est le monde à l'envers. Ben oui! Et dans le fond, on s'entend que c'est un cash grab. Parce qu'ils veulent, dans le fond, que ces plateformes-là payent des espèces de redevances, comme si c'était des kiosques à journaux, là, dans le fond. Là. Les autres, ils voient ça comme des kiosques à journaux qui vendent des journaux. Là. Le lien, c'est comme des distributeurs de nouvelles et qui profiteraient indirectement de ça. Écoute, la seule façon, je pense, que d'ailleurs, j'avais une discussion avec... personne plus technique là, à cet effet-là. La seule façon, je pense que les plateformes profitent de ça, dans le cas, par exemple, de Facebook, c'est quand tu cliques sur un lien dans Facebook, mettons, tu es sur ton téléphone, je pense que ce n'est pas le cas si tu es sur le desktop, là, sur un ordinateur, ça ouvre dans Facebook directement. Donc, ils peuvent peut-être tracker un peu et avoir des stats sur leurs usagers, mais je pense quand même que les publicités puis le trafic est quand même comptabilisé à l'intérieur des plateformes comme la presse. Ben, c'est la publicité du journal. Si tu cliques sur un article de la presse sur Facebook, tu ouvres l'article de la presse et tu demandes dans Facebook. Fait que tu n'as aucun downside. Puis d'ailleurs, c'est incroyable qu'il n'y ait personne de la presse et de ces médias-là qui... Ça te montre à quel point ils sont dépendants parce qu'il n'y a personne qui travaille au niveau technique actuellement dans ce domaine-là qui est d'accord fondamentalement à ce que le gouvernement take over l'Internet au Canada. Là. Ça, c'est sûr et certain qu'il n'y a personne qui est d'accord avec ça, à part quelques petits communistes ou dictateurs décomplexés là, de QS en général, mais la majorité de l'industrie, de la publication ou les agences de... Tout le monde comprend ça, que ça n'a aucun sens, mais personne ne parle de ça. Personne ne remet ça dans la face
des libéraux. Il y a à peu près un seul chroniqueur au Canada, Michael Guise, qui est excellent là, sur la vie privée. Ce gars-là dénonce depuis le début le dérapage des libéraux. D'ailleurs, c'est un gars qui est beaucoup plus à gauche en passant. Là. Donc, c'est intéressant de voir qu'il y a encore une certaine gauche qui est pour la liberté d'expression et qui d'ailleurs présente ça comme une dérape. D'ailleurs, C10 avait été battu. Le C11, ce qu'on comprend, c'est que ça passera au Sénat. C'est ça les grands enjeux. Là. Je comprends que Poilievre peut errer sur certains enjeux, mais là-dessus, je pense qu'il est quand même assez solide. C'est un délire total, cette affaire-là, Jeff. Puis c'est incroyable de voir que personne dans les médias en général. Ils sont où les leaders de l'industrie, là, de l'Internet au Québec et au Canada, à part Google et les grands géants qui sont présentés comme des grands méchants loups? Sont où les autres joueurs pour s'opposer à ça? Ils ont raison. Google et Facebook ont raison. Si vous imposez ça, on va simplement empêcher le partage de liens sur nos plateformes et that's it. Voilà, c'est tout. Est-ce que Pablo Rodriguez, est-ce que ces gens-là, bon, le silence, ça vaut ce que ça vaut. Là. Le silence, ça veut dire peut-être qu'ils ne comprennent pas trop ce qui se passe et ils veulent fermer le boîte pour essayer d'avoir de l'argent. Là. Mais un gars comme Pablo Rodriguez qui se met sa face partout de même, là, sais-tu qu'il ne connaît rien ce qui se passe, donc un peu idiot au niveau technologique, ou le gars sait très bien comment ça se passe puis il joue une game? C'est quoi que... Ouais, moi, je pense que ces gens-là, ils savent ce que ça l'implique en termes de... Ils sont pas fous dans le sens qu'ils savent que ça l'implique une énorme restriction sur l'industrie. Mais pour eux, ça leur donne l'occasion de se présenter comme le chevalier blanc contre les géants de l'Internet. Ça leur donne l'occasion de dire aux créateurs, entre guillemets, aux plateformes. Tu sais, entre guillemets, ça leur donne la possibilité d'être, entre guillemets, du bon côté du débat, alors que c'est tout l'inverse. Et c'est juste ça qu'ils cherchent. Ces gens-là n'ont aucune espèce de préoccupation sur l'impact de les politiques publiques. Ils s'en contre-calissent. Ce qu'ils veulent, c'est avoir une clip, c'est être présent dans un débat qui va peut-être mener à une élection, qui vont être capables de boaster en disant « Non, mais nous, on a défendu le Canada contre les géants de l'Internet. » Alors qu'au final, le payeur de taxes, le citoyen canadien, est perdant là-dedans, là, sur toute la ligne. Ben oui. D'ailleurs, les plateformes vont être perdantes parce qu'ils vont être désindexés. Je pense pas désindexés, mais en termes de... Si tu n'as plus de lien qui est partagé sur les plateformes de médias sociaux, puis quelle va être l'implication en passant pour votre indexation Google pour le Canada? Pensez à ça, là, les médias, là, c'est pas... pense pas que de joueurs c'est une grosse défaite à venir. Non, s'ils jouent là-dedans, ils vont beaucoup perdre. Ils vont perdre pas mal plus que qu'est-ce qu'ils pensent. Ils vont s'ennuyer, ils vont béguer, ils vont arriver à genoux pour que Facebook et Google les remettent dans leur répertoire parce qu'ils vont capoter raide. Thank you, notre ami Joe Hamel. Mais Joe reste avec nous autres après la pause. C'est le vestiaire. Dodu se joint à nous autres. On est avec Jay the Pilot et Jerry également pour les prochaines minutes ici même sur Radio Pirate Live. Radio Pirate. Ah, mes chers auditeurs. Radio Pirate. Jeff Fillion. Through the center zone for Montreal. The pass across. They score! Go, go, go! Wins it in overtime. Il dit, qu'est-ce qu'on va dire aux journalistes? J'ai dit, dis-leur ce que tu voudras, Chris. Moi, je Chris mon camp. Le vestiaire vous est présenté par UH Clothing. Pour vos uniformes de hockey, de deck, de baseball 100% personnalisés, ainsi que pour vos vêtements corporels. Sur Facebook ou en ligne à uhclothing.com. Eh bien voilà, c'est le vestiaire, parce qu'on est mercredi, puis on a en direct de l'ouest de la Floride, il est dans le jus, mais il prend un peu de temps pour nous autres. Notre chum Dodu, on était avec Joe Hamel juste avant, lui aussi dans le jus, mais regarde, maniaque de hockey, maniaque de sport. Donc, Joe est là, on a notre chum Jay the Pilot qui est dans le studio, on a bien sûr Jerry qui a toujours les mots sages dans ces discussions-là. Mots très sages. Et Mr. White est à la console. Premier sujet. Ça nous était amené en dehors des ondes tantôt par notre chum Dodu. Vous savez qu'il y a une nouvelle loi au Canada, puis c'est drôle parce que je parlais avec des notaires que je salue, qui sont des pirates. Et eux autres, ils font à peu près 1000 transactions notariées pour des transactions de maison par année. Leur bureau est quand même assez gros.
Et 30 de la clientèle, c'est des gens qui sont au Québec, qui travaillent pour le gouvernement, travaillent dans un hôpital, travaillent dans un CHSLD. Et ces gens-là, à un moment donné, sont capables, donc ils sont immigrants, mais ils sont capables de se payer une maison. Et là, ben, avec la nouvelle loi, que je ne connais pas, là, je pense que c'est pour prévenir les surenchères provoquées, entre autres, par les Chinois qui ne vivent pas dans leur maison. Mais ça a un impact pour tout le monde, incluant peut-être les équipes canadiennes qui vont vouloir avoir des joueurs autres que canadiens. Je me trompe-tu dans ce que c'est ce que tu disais, Dodu? Oui, bien, c'est pas mal ça. C'est parce qu'en fait, cette semaine, c'était le meeting des directeurs généraux à Boca Raton, en Floride. Évidemment, le meeting, il n'est jamais dans le nord trop. Hein. Les gars se donnent un peu de bon temps. Puis ça l'a jasé un peu de. Puis ils ont posé la question, entre autres, au DG du Canadien, Kent Hughes. Puis c'est ça qu'il parlait. Parce que la loi est rentrée en vigueur le 1er janvier et c'est un ban complètement. Là. Donc, c'est une interdiction d'acheter des maisons pendant 2 ans pour quiconque qui n'est pas résident permanent ou citoyen canadien. Il y a quelques exceptions, mais ces exceptions-là, souvent, il va falloir que tu prouves que tu as rempli des rapports d'impôts, je pense, dans 3 des 4 dernières années. Mais les joueurs de hockey ne sont pas là-dedans. Puis c'est un excellent point là, de Kent Hughes qui dit là, les joueurs autonomes, souvent qui vont être libres comme l'air le 1er juillet, c'est pas des gars qui ont 23, 24, c'est des gars qui sont rendus à 28, 29, 30, ils ont une famille, des enfants. Quand ils vont signer d'une place, puis souvent, on le sait, là, le 1er juillet, les contrats sont rendus complètement fous. Là. Tu signes un gars 5 ans, 30 millions, tu dis, avant ta 4e année de contrat, ou en tout cas avant 2025, tu ne pourras pas t'acheter une maison. Tu vas devoir louer. C'est un méchant négatif là, dans la liste des pros and cons. Là, fait que... Mais ça, Joe, est-ce que c'est une loi canadienne, une loi québécoise? C'est quoi? Qu'est-ce qui est arrivé comme changement? Qui a fait ça? Ouais, c'est une loi canadienne. Puis d'ailleurs, dans notre chat, j'avais envoyé, il y avait un avis... il y avait un article dans Droit Inc., qui est comme un genre de blog d'avocats et un genre de petit média ici, là, à Montréal. Puis il disait que d'ailleurs, il commence à avoir des ramifications, des impacts, de cette loi-là qui vise le résidentiel, même dans le commercial. Donc, c'est les conséquences inattendues de mauvaises politiques publiques. Et ça va faire, on s'entend que ça ne fera pas grand-chose aussi pour faire baisser le prix des propriétés, etc. Donc, encore une fois, ce qu'on disait en introduction dans l'autre segment, le fait que de faire des politiques et se foutre éperdument des conséquences inattendues, le but, c'est juste de faire la clip, dire qu'on a fait quelque chose pour cet enjeu-là et peu importe ce qui va se passer. Fait que, tu sais, comment ils vont contourner ça? Les équipes pourraient-tu acheter un genre de transaction avec une tierce partie qui va louer avec une option d'achat? Tu vas complexifier encore une fois la vie des joueurs qui déjà ont un impact sur la devise en venant jouer, un impact aussi fiscal, on s'entend. Donc, ça devient juste de plus en plus compliqué là, pour d'ailleurs, c'est des citoyens comme d'autres, des citoyens payeurs de taxes comme tout le monde. Donc, ça c'est une tuile de plus là, sur la tête de ces gens-là. Exact. Qu'est-ce qui est arrivé dans la dernière semaine? Qu'est-ce qu'on marque, Dodd, puis les boys, Jerry, même chose. On se prépare pour les playoffs. On se prépare pour les playoffs tranquillement. Ben alors, c'est le temps que ça arrive. Ah oui, on a hâte que ça arrive. Là, c'est long. Ouais, puis là, j'ai changé mon histoire un peu. La semaine, pas la semaine passée, c'est vrai. La semaine passée, c'est Dennis the Beautiful, mais la semaine d'avant, avec Les, d'ailleurs, Les le croisiériste là, qui brille par son absence aujourd'hui, d'ailleurs. On avait jasé des Hurricanes, puis on disait que si les Bruins venaient qu'à pogner les Hurricanes, ça pourrait peut-être être l'équipe qui met en danger les Bruins. Et là, les Hurricanes qui ont reçu une tuile sur la tête, un de leurs meilleurs joueurs, Andrei Svechnikov, qui va manquer le reste de la saison et les playoffs, ça a besoin d'une opération, s'est pété le genou complètement. Ça pourrait peut-être changer le portrait, ça, les gars, parce que c'est un de leurs tops là, à l'avant. Donc, j'ai hâte de voir comment ça va bouger, mais depuis qu'on s'est reparlé, on s'était parlé comment les Sénateurs étaient sur une stretch extraordinaire. Puis là, sont allés perdre contre Chicago, viennent de perdre hier contre Edmonton. Donc, j'avais peut-être espoir qu'ils se rendent dans les playoffs. Ils ne sont pas complètement sortis, là. Mais mettons que ça regarde pas trop bien. Puis Joe, ben pour tes sabres, ils ont perdu quelques matchs en main qu'il y avait aussi. Fait que ça va être une chose. Des matchs inutiles, hein? Des matchs faciles. Je pense que c'était comme Columbus. Oui. Il y a une couple de matchs qu'ils auraient dû gagner. Mais ils ont gagné aussi des matchs inattendus comme Toronto. Là, c'est une victoire inattendue. Mais en même temps, ça
Tu aurais été mieux de gagner 2 ou 3 autres matchs. Par contre, ils sont encore à 66 games. Là, tu regardes les Islanders à 69. Ils sont 4e actuellement là, dans la course au wild card. À suivre, le calendrier, le reste du calendrier n'est pas trop facile non plus. Mais c'est pas impossible, là. C'est pas impossible encore. Qui sont les équipes là, qui, depuis une semaine, ont amélioré? Je vais aller dans NHL, mon application, voir. Qui, dans l'Est, ont amélioré leur chance de faire ou encore de confirmer leur place? Parce qu'entre autres, Pittsburgh aurait dû gagner ce match-là contre le Canadien. C'est des matchs importants pour eux autres. Qui s'est donné une bonne semaine? Puis qui... parce que je vois que les Panthers sont encore là. Les Panthers, 73 points en 67 games. Ils reçoivent le Canadien. Deux matchs en main sur les Islanders. Buffalo et Washington aussi, un peu dans une certaine mesure. Donc, Buffalo, Washington, c'est assez serré finalement. Qui semble être bien positionné pour faire les playoffs cette semaine? Ça change dans une semaine, c'est l'enfer. Là. Mais qui semble bien positionné cette semaine? On va commencer par Dodd, puis après ça, Joe et Jerry. Je sais qu'il vient de perdre contre le Canadien, mais moi, je suis un peu surpris de Pittsburgh. Tu vois un peu les fins de saison, l'expérience qui rentre en ligne de compte. Avant qu'ils perdent contre le Canadien, ils étaient sur un excellent stretch. Là. Ont été battre les Rangers. Avant ça, avaient battu la grande rivalité contre les Flyers. Perdu en overtime contre Islanders. Donc, je pense que l'expérience des Pingouins va faire en sorte qu'ils vont aller sceller leur place en série. Je suis obligé de te dire que les Islanders, je ne suis pas sûr que ça regarde très, très bien pour eux autres, mais ils sont sur une bonne stretch. Tu vois, Pittsburgh, là, leurs 10 derniers matchs, ils ont 7 victoires, 3 défaites. Je ne sais pas, ça dépend beaucoup des calendriers aussi, Jeff. Il y en a beaucoup qui ont commencé à parler de ça. Entre autres, je pense que les Sabres ont un des calendriers les plus difficiles d'ici la fin de la saison. Même chose pour le Canadien, by the way, dans la course au bingo, là, si on veut avoir le premier choix. Là. Ouais, mais regarde, là. Je te dis ça de même. Là. Buffalo perd contre Columbus. Match qu'ils doivent gagner, qui est dans le... Quand tu regardes le calendrier, OK? Ils vont gagner ce game-là. Ils la perdent. Joue contre Toronto. Joe gage pour Toronto contre son club. Il gagne. Donc, en fin de saison, ça veut dire quoi? Regarde, Joe, je te laisse aller là-dessus. Ben, écoute, je suis pas mal à la même place que Dodd sur... moi, je pense que Pittsburgh va y aller. Islanders sont sur une bonne lancée, mais c'est plus risqué. Vegas sont à 69 matchs. Ça va vraiment jouer entre Floride, Buffalo, Washington. Ottawa sont un petit peu plus loin, là. Mais, écoute, écoute, Buffalo a gagné. Sur la route, ils sont vraiment impressionnants. Je pense que c'est un des 2 clubs qui a battu Boston à domicile cette année, ce qui n'est pas rien. Là, ce qui se passe, c'est que en fin d'année comme ça, c'est toujours un peu les outliers qui gagnent. Là, regarde hier, Chicago qui gagne contre Boston, une autre affaire de fou. Boston a 2-3 défaites, là. Exact. Vous l'aviez bien expliqué la semaine passée, justement, le fait que tu as des joueurs qui sont rappelés des clubs juniors ou des clubs écoles. Les gars ont tout approuvé, fait qu'ils se donnent à 125%. Fait que ça comble un petit peu, là, des fois, des clubs qui sont éliminés, qui n'ont plus rien à perdre. On le voit que le Canadien, c'est un bon exemple. Là. Donc, alors que les clubs qui sont à peu près certains de faire les séries lèvent un petit peu le pied. Je pense que c'est le cas actuellement avec Boston. Actuellement, c'est vraiment plus une game de gardien. Puis moi, je ne suis pas un fan des games de gardien. Là. Moi, je considère comme le gardien qui est pas un joueur de second niveau, mais dans le sens que je pense pas que c'est les facteurs qui... Moi, je pense que ça joue beaucoup plus à l'avant. Là. Je ne suis pas prêt à payer 10 millions pour un gardien par année. J'aime mieux avoir un gardien qui est stédé dans les buts ou, mettons, 2 gardiens. Le problème de Buffalo, c'est qu'il alterne avec 3 gardiens. Tu as Comrie, Luukkonen, puis Craig Anderson qui a quand même gaulé des games incroyables de temps en temps. Le problème, c'est qu'ils sont tout le temps en train de scier entre ces 3 gardiens-là. T'sais. Donc, la course dans l'Est, tu vois, je regarde, là, ça va vraiment être, je pense, Washington, Buffalo, Floride, Islanders pour la course au wildcards. Ottawa est un peu loin, là, rendu à Détroit, je pense que c'est réglé. Montréal, Philadelphie, ça, c'est définitivement out. On a une course là, dans l'Est, c'est ça qui va être intéressant. Alors que dans l'Ouest, je ne sais pas, je regardais la Ligue au complet. C'est quand même incroyable. Là, tu regardes dans la Ligue au complet, les 3 premiers... Là, tu vois, Vegas a remonté, mais aller jusqu'à quoi la semaine passée? Les 5 premiers clubs, c'était des clubs de l'Est. Là. Oui. Oui, puis c'est ceux qui se sont améliorés le plus à la période des transactions, mais
dans l'Ouest, ça joue toujours un peu plus robuste. Là. Fait que c'est ça qui va être intéressant de voir quand les séries vont commencer. Mais hey, j'ai une petite anecdote pour vous autres par rapport à ça, par rapport aux Canadiens, les gars, parce que j'avais parlé il y a quelques semaines, dans ma petite ligue du lundi, je joue avec Andrew Hammond, l'ancien goaler des Sénateurs. Mais lui, il avait été échangé aux Canadiens l'année passée en fin de saison. Puis là, il s'était blessé à la cheville, ça va pas très bien. Il m'a montré sa cheville, il s'est fait opérer. Je comprends pourquoi il avait de la misère à goaler un peu, mais il avait eu des bonnes performances pareil avec Canadiens. Puis vous le savez, depuis le début qu'on en a parlé, moi, la nomination de Martin Saint-Louis, j'ai toujours été derrière ça. J'ai toujours eu bien confiance au gars. Et Andrew Hammond m'a dit Martin Saint-Louis, c'est le meilleur coach qu'il a eu dans toute sa carrière. Là. Comment il approche la game, autant le côté, là, comme dit l'expression, les X et les O, là, et aussi le côté human. De ce que j'ai compris, Martin Saint-Louis, quand il est arrivé en fin de saison l'année passée, séparait la fin de saison en tranches de 7 matchs. Fait qu'il faisait des séries 4-7. Puis rendu, mettons, 6e match, 7e match, le gars sortait des liasses de billets, mais collait ça au tableau là, de son propre argent. Là. Donc, de ce que j'ai compris, Martin Saint-Louis, l'année passée, pour finir l'année, il a pas mal coaché gratuitement. Là. Parce qu'il n'y avait pas. Tu sais, on se rappelle, il a signé le contrat pour finir l'année. Et puis après ça, il a re-signé cet été. Mais Martin Saint-Louis, ça lui a peut-être coûté de l'argent finir la saison l'année passée. Mais juste une petite anecdote de même pour un gars qui a joué pour lui. Là. Mais j'ai trouvé ça quand même intéressant parce que le gars a quand même roulé sa bosse longtemps dans le hockey. Il est rendu à 35-36. Il en a vu des bons coachs. Là. Puis au niveau technique, au niveau de l'approche des X, des O, comment il approche ça, les détails qu'il remarque, etc., il dit c'est le meilleur que j'ai eu de ma vie. Là. Hey, avant d'aller plus loin, juste, je vais voir le point de vue de Jerry sur ce qu'on a jasé tantôt. Savoir Jeff, ce qui est dole pour... parce que je ne ferai pas plaisir à notre chum Denis en disant ça, mais ce qui est vraiment dole, c'est que les Sénateurs... D'après moi, les Sénateurs, dimanche qui vient, on va savoir s'ils vont essayer ou pas. Là. Puis là, ils reçoivent Colorado demain. Après ça, ils jouent contre Toronto. Ils ont 2 games contre Toronto d'ici à la fin de l'année. 2 games contre Floride. Ça va être très difficile. Toronto, il reste quoi? 12 games à peu près dans ce coin-là. Moi, je pense qu'ils ne peuvent pas perdre plus que 2 games. Ça va prendre ça va prendre une fin de saison extraordinaire. Mais quand je regarde les Sénateurs, ils ont des games contre Boston, ils ont des games contre le Lightning, ils ont des games 2 games contre Toronto. Est-ce 14-15 games? Regarde, je pense qu'ils doivent, d'après moi, ils ont à peu près une chance sur 10 de faire les playoffs. Là. Ça, c'est très décevant parce qu'ils ont cassé carrément. C'est ça le problème. Donc, moi, c'est ma déception, mais j'ai vraiment hâte aux séries. Là, parce que là, je suis tanné de ronronner là, puis de voir des games des fois qui servent absolument à rien. Là. Fait que j'ai vraiment hâte aux séries. Mais toi, tu tournes alentour des équipes qu'on vient de nommer. Là. Washington, Buffalo, c'est sûr qu'on regarde tout le temps. Floride, New York Islanders, puis après ça, le reste, on regarde quasiment pas. On regarde juste peut-être les blessés, comme tu disais. Entre autres, c'est le cas d'un des piliers des Hurricanes. Écoute bien, je veux dire, c'est long. C'est long, on le dira pas assez souvent. Là. On l'a dit, puis on l'a dit, puis on l'a répété, puis on l'a répété. La meilleure saison qu'on a connue, c'est quand il y a eu le dernier lockout, puis on a eu 42 games, puis c'était hyper trippant. Mais je veux dire, regarde, on ne commencera pas à challenger le modèle. Ils ne changeront jamais, 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 jamais. C'est le seul moyen de faire de l'argent. Sinon, les gars vont gagner 40% de moins d'argent si on coupe le calendrier du tiers. Donc, il faut dealer avec. Quoi d'autre dans votre semaine de NHL ou de n'importe quel sport? C'est quoi que vous aviez dans vos listes, les boys? On peut-tu parler d'autres choses? Parce que j'avais 2 petites anecdotes drôles. Avez-vous écouté le film Moneyball? Ben oui. Oui. Bon, ça raconte l'histoire des Aces d'Oakland. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Dans le film, à un moment donné, il y a un gars qui se fait échanger aux Aces d'Oakland. Là, il arrive, il se pogne une canette de liqueur, il faut qu'il paye dans la machine. Oui, il faut qu'il mette 50 cents dans la machine. C'est ça, une pièce. 50 cents, c'est ça. Il faut qu'il paye. Là, il se revire, il dit, voyons, qu'est-ce qui se passe? Là, son coéquipier, il dit, bienvenue à Oakland. C'était David Justice, je pense, dans le film, qui venait de se faire échanger là. Mais là, on a appris aujourd'hui que les Yankees, qui valent à peu près 6 milliards de dollars, ils ne payent pas le 9 piastres pour que le joueur ait le Wi-Fi dans l'avion. C'est bien correct. Ils font payer le Wi-Fi aux gars.
Ben, c'est correct. Pas pour vous écœurer, mais je vais être au Yankee Stadium dans 2 semaines, le samedi 1er avril. 1er avril, ouais. Donc, c'est le début de la saison, premier? Ouais, ben l'opener, c'est la journée d'avant. Je pense que c'est le vendredi. Nous autres, on y va le samedi. Là. Je vais voir les Jays le 24 à Dunedin, en Floride. Oui, ça, c'est juste la dernière semaine avant le début de la saison. Ouais. Mais moi, je trouve ça correct. Moi, que l'équipe te paye des millions de dollars pour jouer à la balle. Tu peux tout de même payer ton Wi-Fi. Oui, mais ils se font servir des filets mignons payés par l'équipe, mais il faut qu'ils payent une pièce de Wi-Fi. C'est un peu spécial. Là. Mais j'ai trouvé ça bien comique. Hey, mais j'ai un autre breaking news, sinon, Jeff. Vas-y donc. Vous savez, tu sais, Véronica Rajek, là, qu'on a parlé, qui avait des rumeurs avec Brady, tout ça. Là. La fille qui voulait faire donner des petits bisous sur le casque de football à Tom Brady. Oui, c'est ça. Ben là, on le sait, Tom a pris sa retraite. Fait qu'ils vont probablement aller vivre à Indian Creek à Miami. Mais là, les Bucks viennent d'engager un autre corps arrière. Fait que d'après moi, c'est peut-être lui qui a des chances. Là. Le boulanger, il vient de signer 1 an à Tampa Bay. Oh! OK. Ouais. Le boulanger, d'après moi, il va être assez agressif avec Mme Rajek là, de son arrivée à Tampa Bay. Donc, voilà. Un peu de football, parce que ça brasse quand même dans le football ces temps-ci. Là. Avec les agents, regarde à matin, les Cowboys de Dallas qui ont libéré Ezekiel Elliott. Donc, lui, sa visière teintée puis son gros salaire sac le camp. Fait que ça va... depuis qu'il avait signé son gros contrat, il ne faisait plus rien. Non, puis l'autre était-tu bon aussi? Là? Pollard, je pense. Il était écœurant. Exact. Fait que, tu vas pas, tu vas pas au Valspar Championship en fin de semaine? Non, pas en fin de semaine. Je suis allé l'année passée, mais cette année, ça a donné moins bien. Puis nous autres ici, on parlait de baseball. J'ai les Red Sox à peu près à 15 minutes, puis j'ai même pas été un match encore, mais j'aimerais ça peut-être y aller avant que le spring training finisse. Mais il y a du monde, hein? Ça attire les foules, le baseball. On n'en parle pas beaucoup, là. Ah, c'est fou. Parce que c'est moins populaire qu'au Canada, mais aux États-Unis, m'a dire une affaire, ça attire les foules en tabarouette. Ah, puis surtout que avant, je demeurais à côté du stade, dans le coin de Fort Lauderdale, les gens qui sont, Jay the Pilot, tu connais le coin, c'est à côté de l'aéroport, l'aéroport commercial sur Commercial Boulevard. Et c'est la 1, pas la 1, mais la 95 qui est là. Donc, juste à côté, il y a toute une installation de baseball. Et les Yankees, je suis à côté, je pouvais y aller à pied, ça coûtait 5 $. 1 pièce hot dog, 1 pièce la bière, 5 $ rentrer pour les games. Et là, à cette heure, on est rendu à des games à 35 $ pour l'avant-saison. Donc, tu y vas, mais tu y vas pas tous les jours. Avant, on pouvait y aller à tous les jours, mais à 35 $ la game, 5 $ la bière. Tu dis, OK, on va y aller une fois. Puis on verra après si ça nous tente d'y aller une deuxième fois. Hey, Joe, je sais que tu es maniaque de hockey. Quel sport tu suis en deuxième après le hockey? J'ai pas vu si tu suivais la NBA ou la NFL. C'est quoi ton deuxième sport? Écoute, je suis pas un fan de football, comme je t'avais déjà dit. Je trouve ça un peu slow. Le deuxième, je le suis pas, mais que j'aimerais peut-être commencer à suivre, c'est le basket. Plus similaire au hockey en termes de fluidité, rapidité. C'est plate parce qu'on ne peut pas aller voir de game à New York. J'aimerais ça aller voir une game en même temps, mais je me garde ça un petit peu peut-être probablement pour la Floride. Mais évidemment, mon autre sport, c'est le cyclisme. Le cyclisme sur route d'ailleurs, la saison des classiques en Belgique va commencer bientôt. Donc, après ça, les grands tours, le Tour d'Italie en mai, Tour de France en juillet, puis les courses ici locales. Mais sinon, sport professionnel, c'est pas mal. Je suis pas mal juste un gars de hockey, je te dirais. Là. Ouais. Puis c'est arrivé comment ça, le hockey? Je sais que tu joues au hockey avec tes chums et tout ça, là, mais t'es-tu un gars... C'est-tu nouveau? T'as-tu depuis que t'es jeune? Parce que t'es là pour vrai. Là. Tu écoutes les... Dans la gang, d'après moi, t'es celui qui écoute le plus de games dans toute la gang. Là. Ouais, écoute, je les écoute pas toutes. Là. J'écoute des petits bouts là, de plusieurs games en même temps, souvent. Là, je me tiens au courant. Moi, j'ai toujours aimé le hockey. Je jouais dans la rue un peu comme tout le monde. J'ai pas joué jeune, par contre. Je te dirais que ça me manque comme joueur de hockey. Il me manque peut-être bien un 10-15 ans de hockey mineur. Là. Puis, quand j'ai commencé à jouer sur glace, j'avais 26-27 ans. Là. J'ai commencé comme... J'ai toujours été comme un bon patineur. Je jouais dehors, tout ça, mais ça n'a rien à voir... C'est sûr que tu te rends compte que c'est complètement différent. Tu sais, jouer sur une patinoire extérieure avec tes chums versus jouer dans une vraie game. J'ai eu un apprentissage assez rapide, disons, de la vraie game. Là. C'est une bonne façon d'apprendre. J'avais commencé dans des ligues comme, pas dire assez fortes, mais tu sais, des gars qui jouaient depuis tout le temps.
Fait que c'est pas trop long que tu te fais replacer là, sur les jeux. Fait que ça, j'ai appris assez vite là-dessus. Tu vois, je joue quand même pas mal. Là. Je joue comme des fois entre 2 et 3 ou des fois 4 games par semaine dans des ligues relativement compétitives. Là. Tu sais, à Montréal, ici, je pense qu'à Québec aussi, c'est bien organisé. C'est les gars qui font ça temps plein. Là. Les gars des ligues ici, les arbitres aussi. Tu peux jouer tant que tu veux là, ici à Montréal. Fait que, tu sais, des ligues relativement fortes, comme je te dirais, des gars qui ont joué, certains qui ont joué junior majeur, d'autres qui ont moins joué, mais overall, c'est un jeu qui est organisé avec des bons gardiens. Puis, tu sais, c'est ça, c'est généralement mon hockey. Je joue soit au centre ou à gauche. C'est drôle, hier, j'ai remplacé dans une game, puis fil en aiguille, je me rends compte dans le vestiaire, les gars parlent d'équipement. Puis c'était des gars de CCM. Tu sais que CCM et Bauer ont des bureaux, même, je pense, des usines ici dans le coin. Et finalement, les gars sont tous équipés en CCM. Puis moi, j'étais un peu un vendu de Bauer depuis longtemps. Et j'ai tout mon kit Bauer. Je t'étonnais un peu là, dans le vestiaire hier. Hey, suivez-vous le junior majeur? Parce que moi, je vais vous dire, j'ai suivi le hockey junior majeur longtemps. Je ne sais pas pourquoi j'ai décroché du junior majeur. Je ne sais pas ce qui est arrivé. C'est arrivé en même temps que je parle des Remparts. J'ai suivi longtemps quand j'étais jeune les Saguenayens. Mais là, si je regarde, les Remparts ont une grosse saison. C'est la dernière saison comme coach de Patrick. J'ai la confirmation confirmée à 200% que c'est Simon Gagné qui va être le nouveau coach des Remparts. C'est fait. Il a fait sa semaine, son année plutôt d'essai, puis il a regardé ça, puis finalement, il a pris la décision qu'il sautait dans le tas. Ça, c'est tout des breaking news, là, ce que tu nous dis là. Il me semble que ça n'a pas été annoncé, rien, ça, là. Oh, regarde. Il sort ça comme si de rien n'était. Oh, oui. Oh, oui, c'est ça. Patrick, c'est sa dernière année, quoi. Ben, Patrick, c'est sa dernière année. Il va rester DG, à un peu plus loin. Donc, s'il décide d'aller jouer au golf, il va aller jouer au golf. Mais il va être en contact avec son DG adjoint qui va être son coach. Et c'est Simon. Donc, Simon, mais la vérité, c'est que ça devait se passer l'année passée. Donc, la manière que c'est arrivé, c'est que Jacques Tanguay, et regarde, je connais Jacques puis je connais Patrick, mais ça vient de ni un ni l'autre. Là. Mais l'histoire, c'est que l'année passée, après la saison, Patrick avait un genre de burn-out. A appelé Simon, dit Simon, l'équipe est à toi. Je vais être à distance, je vais faire ça. Là, Simon a paniqué un peu. Il a dit attends un peu, 3 minutes. Là. Il dit, moi, la seule affaire que je fais, c'est que mon gars, son gars est très, très bon, puis dans un calibre vraiment fort. Mais il dit, je suis pas encore rendu là. Je ne sais pas si je vais aimer ça. C'est de l'ouvrage. J'ai-tu ce qu'il faut pour m'occuper de la game? Eux autres étaient prêts à laisser aller Simon l'année passée. C'est Simon qui a dit, attends, wow, reste une saison de plus. Montre-moi ça, montre-moi comment tu fais. Je veux apprendre de toi. Puis aussi, je veux voir si j'aime ça. Mais là, de ce que j'ai su depuis quelques semaines, c'est pas mal réglé. C'est Simon qui va être le coach des Remparts l'année prochaine. Assistant DG, donc sur place à tous les jours. Puis Patrick va être à distance pour checker un peu plus de loin, mais il va jouer ses games de golf en Floride, va monter de temps en temps. Mais plus d'autobus pour Patrick. Mais j'essaie de m'intéresser à la game. Ça a l'air que ça joue bien, ça a l'air qu'ils ont un Christy de bonne équipe, il y a des bons clubs. Je ne sais pas pourquoi. Sais-tu qu'on a trop de hockey? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on délaisse... On dirait qu'on a tellement d'offres, on a tellement de stock. Puis peut-être que les Netflix de ce monde, avec tout ce qu'ils nous offrent, on vient tellement éparpiller dans toutes sortes de patentes que finalement, on finit par, sans s'en rendre compte, laisser tomber un sport qui finalement était un des sports qu'on suivait le plus il n'y a vraiment pas longtemps. Là. Ben, écoute, je peux peut-être répondre là-dessus. Ça me rappelle que moi, j'allais souvent, à Québec, j'allais au Rempart, à Saguenay, j'allais au Saguenay. Puis je te dirais que ce hockey-là me manque. Oui. C'est des belles soirées, ça coûte pas cher. Puis ça fait plusieurs fois que je me dis, je devrais aller voir l'Armada. Le Rocket de Laval aussi. Ça a l'air que c'est des belles soirées aussi pour à peu près, des fois 25% du prix que tu vas payer ici au Centre Bell. Je te dirais je pense qu'on oublie que ça existe. Je sais pas. C'est sûr, dans des villes comme peut-être Shawinigan, Saguenay, c'est plus présent. Puis, tu sais, on peut peut-être pivoter aussi. Moi, je déteste ce qui se passe actuellement avec la Ligue junior majeure. Là. Je pense qu'ils se sont fait marcher sur le dos avec les histoires là, qui ont été discutées avec justement toute l'histoire de la justice, etc. Je pense que la Ligue aurait dû se tenir debout. Parce que là, c'est toute la Ligue qui a été traînée dans la boue comme si c'était une genre de... C'est comme si c'était de la violence et des viols à répétition faits par des jeunes sans égard à qui sont les méchants là-dedans. Tout le monde est mis dans le même bateau. Je pense que la Ligue aurait dû plus se défendre sa brand là-dedans. Mais définitivement, là, pour le prix, je pense que c'est un hockey. Puis, la couverture aussi, je pense que à la télé, c'est un peu plus difficile à part la couverture locale. Souvent, là, je ne sais pas qui fait la couverture, mais c'est pas toujours facile de
de suivre ces clubs-là. Mais moi, je te dis, tu me rappelles à quel point ça me manque ça. Ça me manque comme spectateur le hockey junior majeur. Juste pour dire, la fameuse commission sur la Ligue, sur la Ligue junior majeure du Québec, elle va réouvrir. Là. OK, encore? Oh, oui, ça s'est décidé aujourd'hui. 20 millions de dollars qu'ils ont eu, eux autres. Là, ça s'est décidé aujourd'hui. Se sauver de la COVID, m'a dit de quoi ça va lui coûter cher en réputation puis tout, parce que c'est ça l'histoire. C'est que le pouvoir a été donné au gouvernement avec 20 millions de dollars de subventions qui a été donné pendant la COVID, qui a permis à beaucoup de clubs de survivre. Et ça a donné un énorme pouvoir au PM puis aux politiques. Et là, ils sont pognés avec ça. Là. Ils sont vraiment, vraiment, vraiment pognés. Le plus content, c'est Vincent Marissal. Il va se sentir... il va il va poser des questions. Là, on dirait que c'est ça qui l'excite, Marissal. Mais pour le hockey junior, moi, je pense qu'on est beaucoup plus casanier qu'avant. Quand la journée est finie, on rentre chez nous. On n'a pas le goût de ressortir. Donc, moi, je pense en partie... C'est l'espèce de nouveau mode de vie un peu plus pépère. Donc, repartir le soir. La game est à 7 heures. Tu arrives à la maison, les enfants, le souper. Là, il faut que tu repartes, tu sors. Je pense que c'est ce côté-là. Le monde, il ferme les livres. Là. Puis, à 8 heures, la vie est finie. Puis pour poursuivre sur ce que tu dis, Jerry, en plus de ce mode de vie-là, moi, il y a deux choses qui me sautent aux yeux quand on parle de ça. Puis, écoute, ça fait quand même plusieurs années que je n'ai pas été voir un match de hockey junior au Canada, là. Mais pour y avoir joué, non seulement tu as ce que tu viens de dire, Jerry, puis là, en plus, tu ajoutes le facteur prix, puis le facteur plaisir aussi, tabarouette. Là. C'est plus des happenings, c'est plus... Je sais pas qu'est-ce que les organisations ont besoin de faire, mais puis ça s'applique à l'échelle... c'est qui cette semaine qui nous parlait? C'est Yann Sénéchal qui nous parlait de son voyage à Boston, qui disait que les Bruins puis le basket, c'est un happening. Moi, pour avoir été au Lightning plusieurs fois, c'est l'événement en tant que tel est un événement le fun. Je ne sais pas si on parle de la police du fun, des fois au Québec. Fait que rajoute le fait que les prix ont augmenté, puis que les événements sont rendus peut-être un peu plus drabes. Puis au niveau du produit sur la patinoire, j'ai pas de doute que ça va en s'améliorant. Mais une des choses que j'avais remarqué la dernière fois que j'étais allé par rapport à mon époque, c'est que c'était beaucoup moins physique. Donc, évidemment, ça rend peut-être le match un peu moins attrayant. Parce que, tu sais, au niveau des remparts, par exemple, là, les assistances, dans les années de Patrick et tout ça, c'était tout en haut de 11 000, 12 000. Il y avait un méchant bon show. Puis ensuite de ça, tu as eu le changement d'entraîneur. Philippe est arrivé, fait que c'est sûr que tu perds un gros nom. Les assistants ont diminué pas mal au niveau de la moyenne des années subséquentes. Ça l'a augmenté beaucoup. Mais le nouveau building est tough aussi. Le centre Vidéotron est tough. Oui, c'est clair que ça joue, là, mais moi, je te parle de l'année 2013-2014, c'était encore au Colisée Pepsi. La nouvelle année du centre Vidéotron, ça l'avait baissé, mais on s'entend qu'il y avait eu la Coupe Memorial dans le vieux Colisée l'année d'avant. Ça a été le record d'assistance en moyenne pour les remparts depuis qu'il existe. Mm-hmm. Mais tu sais, je suis obligé de te dire qu'il faut trouver une façon que les événements soient un happening puis que ça soit abordable. J'ai dit, je peux aller voir une équipe de la East Coast League ici, ça va me coûter 12$ ou entre 12 et 20$. Puis c'est un happening. Il y a un show, il y a des affaires à chaque entraque. C'est le fun d'aller là. Mais si ça coûtait 35, j'irais pas. Là. Sur ce que tu disais tantôt, puis je vous laisse là-dessus les boys, c'est que je suis sur une couple de réunions avec André Jolicoeur, qui était le propriétaire, entre autres, d'Océanique pendant plusieurs années avec M. Tanguay, avec Maurice. Et il a vendu, quand il a pris sa retraite, il n'y a pas longtemps, il est comme semi-retraité. Puis il a vendu au fils de Jacques, je pense que c'est Alex qui s'occupe du club maintenant. Puis il m'avait dit à un moment donné, un soir, on prenait une bière, il m'avait dit Netflix, puis toutes les patentes là, disponibles, mettons que ton club avait 4000 de moyenne, c'est 25%. Donc si tu avais 4000 les années d'avant, tu es rendu à 3000. Mais le 3000, c'est que tu es à la limite de la rentabilité, tu comprends? Ah, mais j'ai pas de doute. Et là, donc, d'essayer de regagner ce 1000-là, un peu comme dit Jerry, que nos habitudes ont complètement changé puis que la COVID a probablement exagéré au max. Ça doit être tout un défi d'essayer de rentabiliser cette patente-là. Puis c'est pour ça que, d'après moi, ils sont à genoux devant le gouvernement parce qu'ils savent que dans le futur, ils vont encore avoir besoin d'aide probablement pour survivre à travers cette époque-là où on a tellement de... Mais tu sais, sur 18 équipes, Jeff, là, des équipes qui ont une assistance supérieure à 3000 dans la Ligue cette année, il y en a 5. Là. Ah, c'est ça.
sur 18 clubs. Là. Fait que c'est tough. Là. Le vestiaire vous a été présenté par UH Clothing. Pour vos uniformes de hockey, de deck, de baseball 100% personnalisés, ainsi que pour vos vêtements corporels. Sur Facebook ou en ligne à uhclothing.com. Les boys, merci beaucoup pour ce beau vestiaire-là. C'était bien le fun. On avait Joe Hamel avec nous autres. On avait le Dodu, Jerry. Et là, on fait une boîte en venant justement avec Jerry. Et notre chum Jay the Pilot qui va être dans la boîte pour finir le Radio Pirate Live d'aujourd'hui. Évasion. Révolution. Domination. Radio Pirate. Spread the word. Radio Pirate. Do you like it? Yeah. RadioPirate.com. J'ai fait signe par caméra que tout est beau. J'ai fait thumbs up. Thumbs up, ça veut dire quoi? Ça veut dire go. OK. Go. OK. Go. Mais là, quoi? Ben go. C'est parti un micro. Thumbs up. Thumbs up. Thumbs down, ça veut dire non. Thumbs up, ça veut dire oui. Il dit que je l'énerve. Voyons. Tout le monde m'énerve un matin. C'est la... ben voyons, toi, t'es donc bien fragile. Et je sais que les hommes maintenant ont des menstruations et des périodes, des periods. Oui. Non. Des périodes. Non, je suis pas rendu là. Non, ben, parce que chez les gars, je l'ai dit, là. C'est pas des menstruations, c'est des hémorroïdes. C'est ça l'histoire. Oui. Ouais. On a la boîte à Jay the Pilot et la boîte à Jerry. Oui, les deux boîtes mélangées. C'est deux boîtes mélangées. Hey, on parlait de sport. Ça vous intéresse d'aller voir les Bruins au TD Garden? Les billets sont en vente pour les playoffs. Donc, c'est bon, j'ai rien vu en bas de 1500 pièces. C'est 1500 pièces minimum. 1500? C'est 1500. OK. Hey, chérie, on va aller voir les Bruins. Ta blonde a dit, mais je trouve ça dégueulasse. Excuse-moi, c'est dégueulasse. C'est 3000. Hein? Mais c'est quoi l'histoire? As-tu un hot dog avec ça? Non, t'as pas d'hot dog avec ça. T'as rien avec ça. C'est 1500. On va prendre des bons billets. Oui, c'est 1500. OK? Je ne suis pas allé voir en haut encore. En haut, ça va être 600-700. Non, oui, ça n'a pas de bon sens. Là. Mais ils peuvent les vendre, les billets. S'il y a des acheteurs, ils vont les vendre. Ils vont les vendre. Là. Ça veut dire que c'est Boston en playoff. Puis Boston, c'est une grande ville. Puis il y a du monde qui ont de l'argent. C'est correct. Là. C'est malade. Mais c'est quand même sauté. Là, je pense que Bettman, c'est-tu hier? Tu sais, le plafond salarial dans l'hockey, il va monter. Là. Mais pas gros. Non, il monte un petit peu. C'est ça. Non, c'est 1 million de plus. 1 million de plus, bon, c'est ça. 1 million de plus à donner aux joueurs. Ça veut dire qu'on va encore attendre pour les Nordiques. 1 million de plus, c'est quoi, là? C'est 25 cents sur le smoke meat? C'est ça. Non, mais c'est toujours, ça monte tout le temps. À un moment donné, tu y vas pas. Là. Ou tu vas à des événements. C'est ça l'histoire. Tu vas à des événements. Et c'est les spectacles normaux, tu vas dire non, c'est vraiment trop cher. Là. Hey, qu'est-ce que je voulais te dire? Ah oui, c'est ça, je voulais te parler. La gasoline, là, quand je vais tanker mon petit char. Gasoline! C'est 1,65. STP. Ben voyons donc, c'est le joueur le vert, 1,65. Qu'est-ce qui se passe? Le baril de pétrole, là. Le baril de pétrole, on ne le check pas aller, là. Il perd quoi, 5 % aujourd'hui? Le baril de pétrole est descendu en bas du 70 $. Mais pourquoi l'essence n'arrête pas de monter au Québec? C'est beau, tu comprends pas, là. J'ai checké tantôt, on était pas mal dans le coin de 67, là. Il y a un méchant crash aujourd'hui du pétrole, là. Il a remonté un petit peu, il était à 68. Tantôt, il est descendu à 67, là. Donc, c'est moins 5 %. C'est l'histoire des banques en Europe, là. Oui, c'est ça. C'est l'histoire des banques. Mais l'histoire de la banque en Europe, c'est pas compliqué. C'est que c'est une banque qui est en difficulté depuis longtemps. Les actions sont à une pièce. Là. Les Crédit Suisse, les actions sont à une pièce à la bourse. Là. L'affaire, c'est qu'à un moment donné, ces banques-là, ils ont prêté de l'argent à des weirdos. On va simplifier l'affaire. Là, tu prêtes de l'argent à des weirdos, puis les weirdos placent de l'argent à haut risque ailleurs. Et là, à un moment donné, la banque a dit « Ouais, vous êtes pas mal weirdo. On va rappeler les prêts. » Les gars, ils disent « Je peux pas te payer, l'argent, on l'a plus. » Fait que c'est ça. Le Crédit Suisse, c'est ça. Le Crédit Suisse, c'est une victime de l'argent facile.
C'est de l'argent. C'est l'argent. Il y en a partout de l'argent. Il y a partout de l'argent, Oui. partout de l'argent. Mais le Crédit Suisse, c'est ça. Là. Le fond de l'histoire. Je pensais que c'était quelque chose de solide, Crédit Suisse. Je pensais pas que c'était... Non, c'est très, très... C'est fling-flang, de même. C'est super fling-flang. L'affaire, c'est que pourquoi ça a baissé aujourd'hui? C'est qu'un des plus gros actionnaires, qui est qui? C'est qui a de l'argent? C'est le fonds saoudien. Warren Buffett, non? Bon, il y en a plein qui ont de l'argent, là. Mais c'est le fonds saoudien. Tu sais, t'as le fonds norvégien qui est bourré de cash, mais tu as le fonds saoudien. Mais le fonds saoudien, je pense qu'ils ont 10 des actions de Crédit Suisse. Le Crédit Suisse a besoin de cash. Le fonds a dit, on va en mettre. Mais le problème, c'est que tu ne peux pas en mettre, ils ne peuvent pas dépasser. Parce que s'ils remettent du cash, ils veulent plus de parts dans la compagnie. Mais il y a une loi. Ils sont en train de diluer les autres. Voilà, mais il y a une loi qui limite le fonds qui ne peuvent pas aller plus que 10 Donc, c'est pour ça que le fonds, ils disent, on veut mettre du cash, mais on n'a pas le droit vis-à-vis de la loi. C'est pour ça qu'en ce moment, la compagnie est dans la merde. La banque de San Jose, ils ont quand même donné 78 millions de dollars au mouvement BLM. Voilà. Jeff, c'est des banques... Qu'est-ce qu'ils font avec cet argent-là, eux autres? C'est des banques weirdo. C'est ça, l'histoire. C'est des banques woke. C'est des banques woke, des banques fling-flang. Fling-flang. C'est ça, l'histoire. Mais moi, je veux savoir, l'argent qu'ils ont ramassé BLM, elle est allée à qui? Ça n'a pas aidé à réparer les vitres cassées aux affaires de même? Non. Mais y a-tu du monde? Parce que je sais que... Ça servait à quoi? Je sais pas, regarde. Je sais que la ville de San Francisco veut donner 5 millions par personne noire. Est-ce que tu as lu ça? OK. Pour s'excuser. OK. Il y a 50 000 Noirs. Un Haïtien ne peut pas, là. Un Noir qui arrive de Cuba non, je comprends. d'Afrique ne peut pas, là. C'est des Noirs américains qui ont été victimes de l'esclavage. Donc, la ville de San Francisco va donner 5 millions à tous ses résidents. Je comprends. Il y a un vote qui est passé, là. Justin Trudeau... La faillite s'en vient, là. Justin Trudeau ne peut pas, là. Non, Justin Trudeau ne peut pas. Non, c'est ça. Justin Trudeau, il peut se déguiser, il ferait une très belle femme d'ailleurs, il peut se déguiser en femme, il peut essayer d'être une femme. Oui. Mais il ne peut pas être un noir. Tu ne peux pas voler la personnalité d'une personne noire, mais tu peux voler la personnalité d'une femme. Donc, il a mal choisi. Il aurait dû se mettre avec des lulus puis du rouge à lèvres. Oui, ça, Il n'a jamais entendu parler de ça. C'est sûr qu'il aurait fallu qu'il enlève son cocombe dans ses pattes. Oui, c'est ça. Il enlève ton cocombe. Justin. Hey, ça, c'est une histoire spéciale. Mais ça, c'est du québécois. Là. C'est du don. Mais quand même, c'est quand même spécial. Caroline Saint-Hilaire. Caroline Saint-Hilaire, c'est l'ancienne mairesse de Longueuil. C'est la femme à Macacoto. Exactement. Je pense qu'elle a-tu déjà été élue, elle, Bloc québécois, un bout de temps? Je pense que oui. Je pense qu'elle a fait les deux. Oui. Je pense qu'elle a été péquiste. Oh non, c'est lui qui a été les deux. Ah, c'est lui qui était elle les deux. A été... je pense qu'elle a été juste... je sais pas. Juste mairesse, en tout cas. Non. Avant d'être mairesse, elle était au bloc. Politicienne provinciale, quelque chose. Oh, il y a quelque chose, on va t'en trouver. Je pense que c'était au bloc. OK. En tout cas. Mais elle, la face, c'est que Caroline Saint-Hilaire, à un moment donné, elle voulait se faire élire, là, puis ça n'a pas marché. Puis là, après ça, à un moment donné, ça prenait une candidature forte pour Sherbrooke. Parce qu'elle elle vient de Sherbrooke, là. C'est sa place, là. Donc Saint-Hilaire... OK, donc elle était au Bloc québécois pour Longueuil et Pierre Boucher. C'est ça. Elle a été à la CAQ. Elle a été candidate à la CAQ. OK, elle n'a pas passé. Non. Elle n'a pas passé à la dernière élection, mais là, ils doivent des cadeaux, là. Ben, c'est ça l'affaire, c'est que elle voulait se présenter CAQ. Là. On dit, on n'a pas de place pour toi, mais on leur a une place à Sherbrooke. Oui, mais Sherbrooke, c'est une place de communistes. Parce que Sherbrooke Centre, c'est une tache orange, là. C'est-à-dire, c'est communiste. Là. Donc, mais là, elle a dit, ouais, c'est donc bien plate, ça, Sherbrooke. Non. Va à Sherbrooke, essaie de te faire élire, puis si ça marche pas, on va 3 petits points. Mais là, l'affaire, c'est que on l'a appris, quoi? Je pense que c'était au début janvier. Ah, Caroline Saint-Hilaire, ils vont la nommer
C'était pas à Barcelone? Ben oui, c'était au bureau du Québec à Barcelone. Elle s'en va en Espagne. Ben, ça va en Espagne. Mais là, il y a quelque chose de bizarre. C'est pas arrivé. C'est pas arrivé. Mon feeling. Ouais, quelque chose de weird. Non, mais mon feeling, c'est que. Mon feeling, je te dis ce que je pense. Là. Je peux me tromper. Moi, je pense qu'il disait OK, Caroline, tu vas aller à Barcelone. Très belle ville. Mais le problème, c'est que c'est pas là qu'elle va aller. Elle veut aller à Paris. Ah oui, elle parle pas espagnol. Ben voilà. Parce que si tu t'en vas au bureau de Barcelone, ça Faut que tu parle parles espagnol. Ça là. parle espagnol, ça parle catalan, ça parle anglais. Tu sais, c'est plus. Quand tu arrives à Paris. Ben, tu peux parler un petit peu comme ça, puis tu te fais comprendre. Et voilà. Mais la face, c'est quand tu arrives à Paris pour l'Organisation mondiale de la francophonie, Et si, bon. tu n'es pas obligé de parler anglais. Tu n'es pas obligé de parler espagnol parce que tu représentes l'Organisation internationale de la francophonie. Voilà. Moi, je vous le dis, là. Moi, je suis convaincu que Caroline Saint-Hilaire, elle a dit non à Barcelone. Ah oui, elle a fait dans ses shorts parce qu'elle dit je parle pas espagnol, je parle pas catalan. Voilà. Je parle ni catalan. Là, Puis ni anglais. Ni anglais. Donc là, elle a dit ouais, Barcelone, hein? J'aimerais mieux Paris. OK, on va checker ça. Mais là, Paris, il y a quelqu'un. Mais là, ils ont dit oh, attends un peu, Caroline, attends un peu. On fouille dans patente. Hein, l'Organisation internationale de la francophonie. Oui, mais c'est nommé par le fédéral, ça. Oui, mais là, le Québec a envoyé sa candidature. Oui, je sais. Mais c'est le fédéral, il faut qu'il décide. Mais exact. là, mais je pense que. Mais le fédéral a demandé au gouvernement du Québec envoyez-nous une candidate, puis ils ont pris elle. Ils ont pris elle. C'est sûr que l'histoire de Barcelone, elle a choqué parce qu'elle ne parlait pas la langue. Garanti. C'est sûr. Hey, oui, moi, je te verrais, moi, ambassadeur du Québec à Barcelone. Oui. Moi, je suis un gars de tapas. Moi, ça va être. À chaque soir, ça va être des réceptions. J'étais un gars de tapas. Du cava. C'est de Barcelone. Tu as du champagne, puis en Espagne, ils font un cava extraordinaire. Donc, chaque soir, ça va être tapas et cava. Oh! À chaque soir. Ah ouais. C'est pas bon le tout 99.9. On s'entend-tu qu'à Barcelone, il y a du beau monde. Là. Non, il y a du beau monde. Tu recrutes du monde sur la plage. C'est là que tu vas recruter ton monde. Des réceptions, là. T'invites pas des bonhommes, là. T'invites du monde qui était sur la plage dans la journée. Ben oui. Ah oui, c'est ça, là. Moi, je ferais des réceptions incroyables à Barcelone. Vraiment, là. C'est moi. Inquiète-toi pas, j'ai l'imagination sans limite. Un dernier petit bout de boîte à Jerry, on va faire un bout de boîte à Jay. Oui. Jay de Palette. L'histoire de baisse Jay de d'impôts. Box. C'est-tu vrai, ça, l'histoire de baisse d'impôts dans le prochain budget? Parce que là, l'affaire, ils disent, ouais, baisser les impôts, mais ça va favoriser les riches. Baisser les impôts. Baisser les impôts, ça favorise ceux qui en payent. Là. Ben, ça peut pas favoriser les gens qui n'en payent pas. Là. Ben, c'est ça l'histoire. Oui, mais c'est les caves des risques. Ça, c'est la division économique de Québec solidaire. Ah oui. Économiste, souvent, c'est un cave. Là. Non, mais c'est quoi? Un économiste, c'est souvent un cave. Dans la gang de l'IRIS, il y a beaucoup de caves. Oui, là, les extrêmes pauvres, vont pas en profiter. Ils vont pas en profiter. C'est sûr. Ils payent pas d'impôts. On peut pas baisser leur impôt, ils n'en payent pas. Ouais, eux autres, veux-tu qu'on lui donne le même montant on fait tout 100$ de plus? D'abord, ça va être une baisse d'impôt minime. Pour quelqu'un qui gagne 100 000, il parle de 800$. OK. Pas pire. 800$. OK. Donc, impôt, on lui donne quoi? 150$? Ben là, ils s'organiseront. Ils ont des programmes. Il y a toutes sortes d'affaires dans lesquelles ils s'organiseront. Mais ça n'a pas rapport. La baisse d'impôt, c'est pour les gens qui paient des impôts. Et plus vous payez d'impôts, plus vous allez avoir une baisse d'impôts. C'est normal. Vous en payez beaucoup. As-tu vraiment besoin d'expliquer ça? Je sais pas. Les autres, ils comprennent pas. Mais as-tu besoin de raconter une patente de même, là? Puis ça, c'est-tu vraiment dans les médias, cette affaire-là? Oui, c'est dans les médias. Hey, on va publier ça. Iris, ils trouvent ça dégueulasse de voir que des gens qui payent des impôts, s'il y a une baisse des impôts, ils vont faire plus d'argent. Puis ceux qui n'en payent pas, ils n'en auront pas. Ben oui, mais sacrément, ding-dong. Oh! La boîte à Jay the Pilot. Jay the Box. Jay the Box, dans le cockpit à Jay, qu'est-ce qui se passe? Il y a Jack in the Box puis il y a Jay in the Box. Yes. Hey, Sunwing, WestJet, ça te dit de quoi? Les deux? Sunwing, WestJet. Ouais, il n'y a pas une histoire de rapprochement. Mais là, la fusion, est-tu faite? C'est autorisé. OK, c'est hot. Le fédéral a autorisé la fusion, le merge entre Sunwing et WestJet.
Je ne sais pas ce que ça va dire. Je ne sais pas si le brand Sunwing va rester. Moi, WestJet, c'est une des patentes les plus décevantes. Tu sais, je pensais que ces gens-là allaient arriver et allaient challenger Air Canada. Ils sont pas d'un prix. C'est un peu, là, sont pas là. Parce que Air Canada, je sais pas. Air Canada, ils ont le vacances Air Canada. Ouais. Oui. Des packages. Tu pars de Montréal, tes affaires dessus. Tu sais, en fait, ils ont dit, est-ce que WestJet, ils ont des genres de vacances WestJet? Oui. Aussi? WestJet Okay. Vacation. Ah, je ne savais pas ça. Oui. WestJet a le même package disponible, mais là, avec Sunwing, ils vont le merger dans ce package-là. Puis parce qu'il ne faut pas oublier aussi que WestJet ont Swoop, un low cost. Un low cost, oui. Là, la guerre est pognée chez WestJet. Il n'y a rien de réglé, là, parce que eux autres, là, leurs pilotes s'en vont en très forte. Il y a des très fortes chances qu'ils s'en aillent en grève d'ici une 60aine de jours. Parce que WestJet... Vous avez des billets dans 2 mois, watch out. Ouais, je ferais peut-être attention un petit peu. Parce que ce qui arrive avec le WestJet, c'est que le CEO, la semaine passée... WestJet est une compagnie privée, by the way. C'est pas en bourse, là. Écoute, ils ont un beau brand. Oui. Ils ont un beau produit, mais j'aimerais ça les prendre de temps en temps, mais à chaque fois que je check, ils sont tout le temps à des prix de fou. Sont un petit peu délaissés par... C'est Onex qui possède WestJet, là, une grosse compagnie. Depuis que Onex a pris la possession de WestJet, j'ai l'impression qu'ils sont un peu délaissés puis ils s'en foutent un petit peu de ce qui se passe chez WestJet. Mais tu sais, le CEO est allé dire, il s'est fait poser une question parce que présentement, ils perdent entre 30 et 40 pilotes par mois. Hein? Oui. Le monde s'en va de chez WestJet. Ils sont plus capables. Ils sont tannés. Fait qu'ils s'en vont chez d'autres airlines parce qu'ils sont plus capables de travailler chez WestJet. Puis il faudra en parler à notre chum René Arthur. Il pourrait nous en parler peut-être un peu plus. Mais là, il arrive à peine à en former pour ceux-là qui s'en vont. Il n'y a pas une growth possible vraiment là, si tu n'es pas capable d'avoir plus de staff pour voler tes avions. Puis non seulement ça, le CEO est allé dire, il disait avant d'augmenter vos salaires, parce que les pilotes sont en négociation de convention collective, il disait avant d'augmenter vos salaires, je vais parquer des avions. Hein? Je ne niaise pas. Et si, il a dit ça live. S'il pensait que 30-40, c'est quoi, 30-40 par mois? Ouais. C'est 30-40 par mois, ça va être 80-100. Ben, c'est ça. Tu vas pas dire ça. Voyons. Puis la même journée, American Airlines est sorti, le CEO d'American Airlines, parce que tous les contrats se renégocient en ce moment avec tout ce qui s'est passé avec la COVID puis l'inflation. Puis le CEO d'American Airlines, la même journée, est sorti, il a dit, parce qu'eux autres, ils sont un petit peu en litige, là, le syndicat des pilotes et la compagnie American Airlines, le CEO d'American est allé dire, c'est beau, là, je vais régler ça, je vais vous donner entre 30 et 40 d'augmentation. Wow! C'est fou, là. C'est sûr que ça va se refléter dans le prix des billets. Là. Attendez-vous à c'est ça. Là. Mais ça ne sera pas des augmentations de 50 des prix des billets. Là. Un beau des pilotes, il faut les payer, mais c'est pas ça qui va influencer. C'est toujours le fuel qui va être le plus cher dans l'avion. Ah ouais, tu sais, ça va peut-être changer le prix du billet de 4 à 5 ces augmentations de salaire-là. Mais tu sais, 4 à 5 bon, c'est 40$ sur 1000. C'est pas une tonne d'argent. Mais c'est un peu ça qui se passe. Ça va être intéressant de voir ce qui va se passer dans l'industrie de l'aviation civile au Canada. Puis Air Canada, même chose. Ils s'en viennent à terme sur leur convention collective. Je te pose la question. On s'est posé la question, Jerry puis moi. Tu sais, Jerry regarde pour ses vacances en Europe et il dit ça se peut que ça n'arrivera pas cette année parce que là, il n'y a pas longtemps, c'était 1000$. Là, ça a monté à 1350, 1400. Là, on est rendu à quasiment 2000 le ticket. Oui. Vous êtes deux qui voyagent, ça fait 4000 le ticket, t'es pas rendu, t'as pas acheté un pas encore, t'as pas loué aucune soirée à l'hôtel, t'as pas de char loué pantoute. Puis dans son cas, à lui, souvent, il est chez sa sœur. Mais juste ça, c'est un deal breaker. Est-ce que c'est les nouveaux prix pour le reste des temps, ça, là, l'Europe pour les riches et le monde ordinaire de moins en moins? Ben, je pense que oui. Je pense que oui, mais ça ne tient pas à grand-chose. Je pense que l'économie, puis les voyages, même on le voit, là, les avions sont pleins, mais on sent qu'il y a quand même ça tient à un fil, là, que les avions vont être moins pleins. Ah oui? Oui. C'est au Canada, là, c'est très volatile, je dirais. Là. J'ai pas l'impression, j'en discute avec des collègues, puis on voit ça un peu aller, on a l'impression qu'on est revenu à 2019, mais on n'est pas encore, de toute façon, au chiffre de 2019, puis probablement qu'au prochain trimestre, là, les grosses compagnies ils vont sortir des chiffres qui vont être similaires à 2019, mais on n'est pas au niveau des États-Unis, là, où les autres, ils ont 1 an d'avance sur nous. Ça a l'air de tenir là-bas. Puis rajoute, en tout cas, dans le monde entier, je vois le prix des hôtels et tout ça, puis même les Airbnb ont suivi le prix des hôtels, mais peut-être pas à la même cadence.
Mais tu sais, le prix des hôtels à bien des endroits avant, tu te dis, tabarouette, dans le futur, là, on va-tu pouvoir encore voyager? Tu sais, j'entendais Régent l'autre fois me disait, le jeune, il est mieux de voyager tout de suite, mais qu'il soit un adulte, il ne pourra pas parce qu'il n'y aura pas assez de cash pour ça. Il va y avoir plein de normes, plein de patentes green, plein de frais de ci, plein de frais de ça. Puis ça va être de plus en plus dur de voyager. Donc, je ne sais pas si on s'en va vers là, mais c'est bizarre pas mal. Oui, j'avais compris, Régent, aussi, qu'il a dit ça. Puis effectivement, le prix des hôtels, tu sais, vois-tu, les hôtels, ça a augmenté de 30 facile. Là. Moi, je m'en prends souvent à mes frais, une chambre d'hôtel à Montréal. Puis on a des tarifs pour nous autres là, qui sont quand même un petit peu moins chers. Mais c'est 30 de plus. Puis ils font même pas ta chambre, hein, by the way. Ils lavent plutôt. Ils viennent plus changer tes draps. Il faut que tu leur demandes. Là. Mais le prix a augmenté, mais le service a diminué. Ça me fait rire tout le temps, ça. Parce que, tu sais, c'est possible d'avoir des nouvelles serviettes. Ah, mais monsieur, on fait ça aux 2 jours. OK, fait que là, tu es en train de me dire que là, tu c'est pour des raisons écologiques. Oui, ils ont toutes les bonnes raisons pour ça. Mais en réalité, c'est pas ça. C'est qu'ils n'ont pas de staff. Mais si tu n'as pas de staff, ça coûte, t'en payes moins de staff. Fait que, c'est ça. Pourquoi le prix augmente, tu sais? Ben oui. Hey, by the way, une dernière petite vite, Jay, ouais. Oui, une dernière petite vite. Tu sais, t'es-tu déjà allé à Cuba? Question de principe, jamais. J'ai fait toutes les Caraïbes au complet, la majorité, mais pas jamais, Cuba. moi non plus. Vous n'êtes jamais allé à Cuba? Jamais. Moi, j'ai une tête de cochon. Là. Ben, oui, tu m'offres une vacance dans le plus bel hôtel de payé, puis toi, tu me dis, regarde, t'as 2 semaines là, je ne vais pas. Moi, je suis allé. Moi, j'encourage pas les communistes. Moi, j'ai un gauge de communiste et il y en a pas question. Mais là, ça va pas très bien à Cuba, hein? Ça va très mal, mais le monde, ils vont pareil. Puis j'ai parlé. Mangé lentilles, puis là, ils n'ont pas mangé de la semaine, puis après ça, en revenant, ils ont faim, et c'est l'enfer. Ils n'ont pas eu de poulet, ils n'ont pas eu de ci, ils n'ont pas eu de ça. Ben oui, mais ils attaquent Cuba, je vais le voir. Puis non seulement, c'est que quand les avions vous amènent à Cuba, là, dans sous ta bagage, votre bouffe est là pour la semaine. Là. Parce qu'à Cuba, ils n'ont pas de bouffe pour vous autres. Ce que je veux dire par là, c'est que on s'en va à Cuba en avion, là, vous partez de Montréal, là, vous allez à Varadero. Là. Ben là, à Varadero, là, on va sortir les passagers, les valises, les ananas, les bananes, le pain. T'es-tu sérieux, là? Oui. OK. On apporte la bouffe. OK, d'abord, les bananes on partent dans notre boîte à lunch. Montent en haut, puis ils repartent. Ben oui. Ils n'ont plus rien. Les ananas sont pas loin de là. Ils montent à Montréal, puis on les reship en bas. C'est green en crif. C'est green, hein? Elle est bonne en crif. Non, ils n'ont pas de... OK. Fait que là, on apporte les passagers. On traîne notre lunch. On traîne notre lunch. Tu l'avais pas vu venir, hein? Mais voyons donc, toi. Ben oui. Donc, il y a des containers dans l'avion qui... il y a toujours des containers qui... Là-dedans, il y a-tu de la viande, des affaires même réfrigérées, Il y a plein de bouffe, là. Il y a Mais la bouffe pour la semaine est là. Ben, tu vas aller à Cuba. Les hôtels, ils disent amenez-nous du monde, mais amenez-nous à la bouffe avec, on n'en a pas. C'est triste, pareil. Ben oui. Il y a un peu de triste, mais regarde. Mais je voyais, il y avait je sais pas trop, j'ai vu ça quelque part à un moment donné. Mais il n'y a pas longtemps, j'ai vu ça. Il y avait du monde qui avait été justement dans un genre de tout inclus, mais c'était une place qui allait depuis longtemps, mais ça s'est un peu dégradé avec le temps. C'est parce que des fois, il n'y a pas de. Ils vont pas mettre ça up-to-date toutes les années. Là. Puis ils ont manqué d'alcool pendant la semaine. Il y a des journées qui n'avaient pas d'alcool. Il y a dans le sens que il n'y en a pas. Et là, le lendemain, il y en avait un peu, là, mais ils ont été comme. Comment on dit ça? Ils limitent tout le temps. Oui, ils limitent sa boisson. Oui, ils les mettent sur la bouffe, puis tu sais... ça, c'est épouvantable. Je dis, ils apportent la bouffe, mais des fois, il n'y a pas de bouffe. Non, il n'y en a plus, là, pareil. Là. Puis, j'ai un ami qui me dit qu'ils ont mangé des œufs toute la semaine. Là. OK. C'était des œufs. C'était un omelette le matin et un omelette le soir, puis c'est ça. Ils veulent pas belles vacances. C'est des belles vacances, hein? Mais il y a des belles plages. Ouais, regarde. Alors, une raison de plus pour pas que j'y aille, c'est clair. Il ne faut plus aller là. Thank you, man. Hey, Jay the Pilot était avec nous autres pour le Jay in the Box. Donc, Jay in the Box, parce que de temps en temps, on a une boîte à Jerry, mais... Jay in the Box. Jay in the Box. Oui. C'est pas pire. Hein? Le cockpit. Le cockpit. Hey, on est parti, fatigué? Hey, oubliez pas d'aller écouter le Prime ce matin pour découvrir notre nouveau correspondant à Vegas. Yes, Frank. Alors, moi, je l'appelle le petit Frank. Ah oui, petit. Il est tout petit. Ouais, il est tout petit. C'est un 6 et 4. Lui, il n'est pas à $299.9, il est 300. Oui, lui, il y a une livre de plus. Ben, un matin, tu as dit que tu avais envie de voir lui et Jerry se rencontrer dans le char à Jerry. Oui. Puis moi, j'ai rajouté, je veux le bois de chauffage à Jerry dans le char aussi en même temps. Mais en plus. Oui. mais c'est un ancien Marines. Donc, je pense que moi, je suis un petit peu plus mou que lui.
Lui, je pense qu'il est plus raide un peu. Oui, Hey, thank you, guys. Merci à Dodu, merci à Joe Hamel qui était avec nous dans 2 blocs aujourd'hui. Jay the Pilot, thank you, man. Toujours le fun de te voir. Puis, on est pas mal partis. Hein? Merci à M. White pour la production. Puis, c'est ça, allez voir sur le Prime. Allez vous abonner sur radiopirate.com pour être de la grande famille des Pirates Prime. On se parle demain pour lancer le week-end avec l'aubergiste. Radiopirate.com